Mon père, en fait, il a la particularité, je pense, il écoutait de la techno depuis que je suis né, en fait, et pour moi, c'était la base. J'ai senti la diff tout de suite. D'ailleurs, mon premier concert aux États-Unis, mais c'était entre 500 et 1000 personnes en club, à Paris, ce qui était déjà cool, bien sûr. Et premier concert, c'était EDC Las Vegas. En gros, le Tomorrowland des États-Unis. Je pense que j'étais dans les premiers dans le monde à jouer ce track-là. Et d'ailleurs, la réaction avait été incroyable à l'époque, même si les gens ne connaissaient pas la track. Et là, tu sais, quand une réaction est incroyable et que la track n'est pas sortie, tu sais que ça va être un banger, mais absolu. Le problème des producteurs, c'est que certes, on a la technique, on est à fond dedans, mais des fois, c'est très dur de connecter avec la fanbase. Tu vois, de vraiment connecter de la même manière qu'un YouTuber ou qu'un streamer va le faire. Salut à toutes et à tous et bienvenue sous le cagnard, j'espère que vous allez bien, je suis très content d'avoir enfin pu lancer ce podcast. Merci beaucoup pour tous les retours sur cette première émission, il y a 2 semaines, et honnêtement, maintenant j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai pu tourner jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'accueille Samplifier, c'est un DJ, c'est aussi un producteur, alors on reviendra un peu sur le terme de producteur, ce que ça veut dire, qui officie dans la bass music. Si vous êtes un peu étranger à ce que c'est que la bass music, bien sachez que c'est une famille de genres de musique électronique, comme par exemple le dubstep, dans lequel il est spécialisé, Samplifier, mais on retrouve aussi de la drum and bass, on peut retrouver de la trap. Bon, c'est des termes, ça pourrait peut-être paraître obscur ou pas, d'ailleurs peut-être que vous êtes carrément initié au sujet, mais Samplifier, c'est vraiment quelqu'un non seulement d'adorable, mais aussi de très doué, et maintenant il joue partout. En fait, voilà, il joue à l'international, il est affilié à un gros label américain, et son parcours est hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui a commencé à faire du son en partant de nulle part, voilà, littéralement dans sa chambre, jusqu'à faire ses premières scènes à Paris, jusqu'à faire les plus gros festivals aux États-Unis. À travers cet épisode, eh bien, on va revenir. Vous verrez qu'il a en tout cas une façon très intéressante de voir les choses, parce que c'est quelqu'un qui évolue avec son temps et qui est aussi conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Donc on va revenir ensemble sur ses premières scènes, la façon dont il a géré le stress, la façon dont on gère cette carrière, comment on devient une personne publique, comment on gère les réseaux sociaux et en même temps comment on entretient sa créativité musicale. Est-ce qu'on doit écouter d'autres genres de musique? Est-ce qu'on doit ouvrir son esprit? Comment? Pourquoi? Bref, plein de questions que vraiment je trouve super intéressantes, et même en n'étant pas spécialiste du dubstep particulièrement, ou de la bass music, ou même de la musique électronique, c'est une personne dont le parcours vaut vraiment le coup d'être étudié, donc je suis très content de pouvoir en parler dans ce deuxième épisode. Comme d'habitude, si vous soutenez le projet, eh bien je vous incite vraiment, mais alors vraiment à vous abonner, à lâcher un like, à partager cette vidéo ou à partager ce podcast, car oui, c'est toujours disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast possibles de l'univers. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, @MaxCagnard, comme d'habitude. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire, sincèrement. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalé. J'ai fait un petit peu plus de montage, j'ai mis un petit peu plus de musique, un petit peu plus d'images aussi, afin d'illustrer un petit peu les propos de chacun. On a aussi 2 caméras, donc ce sera beaucoup plus confortable à regarder. Bref, je me tais et je vous laisse regarder ou écouter cet épisode de Sous le Cagnard avec Samplifier. Salut Samplifier. Salut, ça va Max? Ça va et toi? Bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Je t'en prie, merci de venir, je suis trop content de te recevoir. On va parler de toi, voilà, en long, large, en travers. Trop bien. Tu es DJ, tu es aussi producteur. Avant toute chose, autant les gens voient à peu près ce que c'est qu'un DJ, qu'un producteur. C'est difficile de savoir à quoi ça correspond, parce que tu as les producteurs dans le cinéma, d'ailleurs le mainstream c'est pas trop d'ailleurs ce que c'est qu'un producteur dans le cinéma vraiment, et puis tu as le producteur dans le milieu musical. Est-ce que tu peux définir avec tes mots ce que c'est qu'un producteur, ce que c'est que cette casquette que tu portes? Finalement, c'est vrai que c'est un peu... Il y a une confusion souvent entre producteurs de cinéma, les gens qui vont plutôt investir dans les films ou dans les séries, peu importe, et les producteurs de musique. Producteurs de musique, dans la musique électronique, je pense qu'on peut dire que c'est tout simplement les gens qui vont composer la musique. C'est un peu compositeur. Finalement, c'est les gens... Moi, on dit que je suis producteur. Ça vient aussi de l'anglais producer. Je pense qu'il y a peut-être des mélanges aussi, mais en tout cas, on dit producteur en France aussi maintenant. Et concrètement, c'est quoi? Je compose la musique de A à Z. En musique électronique, carrément, c'est... la plupart, après, à certains levels, peut-être qu'ils ont un staff, mais moi, en tout cas, et la plupart des gens que je connais, c'est de A à Z. Donc, c'est-à-dire que... Tu composes, de la composition, arrangement, mixage et après ce qu'on appelle le mastering aussi. Mais après, je pense qu'il y a aussi dans le hip-hop, il y a des gens qui sont appellent producteurs qui vont aussi bosser avec des équipes qui vont mettre en
tu vois, Ah oui. qui vont être plutôt un peu Un aspect gérants. presque logistique aussi, presque. Ouais, donc il y a quand même. C'est un peu confus même pour moi, hein, mais on va dire que producteur, tu vois, Ouais. en musique électronique, de manière générale, ça va être ce que j'ai dit avant. D'accord. Alors toi, tu officies dans la bass music, plus précisément dans le dubstep. On va parler de ce genre de musique-là. Cette interview se déroule un peu comme le déroulé d'une journée, ça s'appelle Sous le Cagnard. Et pour parler de tes jeunes années, on va commencer au début de la journée. On va commencer à l'aube, vraiment au lever du soleil. Il est genre peut-être 7h du matin. Je sais pas si tu es un lève-tard ou Moi, je suis plutôt lève-tard. T'es plutôt lève-tard, Je suis plutôt bien lève-tard depuis que je suis tout petit, avant la musique. Ça tombe bien, tu travailles parfois la nuit, du coup. C'est vrai. Aux heures américaines. Ouais. Il me semble que tu as un fort lien avec la Bretagne. Ouais. T'es breton? Ah, je suis breton pur souche parce que toute ma famille vient de Bretagne. Moi, je viens de Brest, donc c'est aussi au fond de la Bretagne. Hein. C'est vraiment, tu regardes la carte, c'est tout à l'ouest. Et donc, j'ai grandi en Bretagne, j'ai fait toutes mes études en Bretagne jusqu'à mes 20 ans à peu près. Après, j'ai été à Grenoble. D'accord. Mais donc, ouais, la plupart de mon enfance, mon adolescence, c'est en Bretagne, évidemment. Ouais. Enfance heureuse? Oui. Ouais. Oui. J'ai eu de la chance, donc clairement, enfance heureuse, facile, plein de copains. J'ai joué au foot pendant 12 ans, pas de problème, franchement. Ouais. C'est intéressant, parce que du coup, t'avais une autre passion aussi. Moi, à la base, j'étais un footeux, ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ok, d'accord. Il me semble que t'avais une famille qui aimait bien la musique aussi. Enfin, que tu as toujours. C'était quoi ton rapport avec la musique et c'était quoi, c'est ton père, il me semble, qui aimait bien la musique aussi? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'avais dû t'en parler, mais ouais, effectivement, mon père, en fait, il a la particularité, je pense, d'écouter. Il écoutait de la techno depuis que je suis né, en fait, et pour moi, c'était la base. Moi, je me rendais pas compte que c'est pas forcément commun après d'avoir des papas qui écoutent de la techno à fond. Certains trouveraient ça trop cool. Ouais, franchement, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi après ça m'a naturellement un peu guidé vers ça. Alors, il écoutait pas de la dubstep, hein. Mais de la grosse techno à l'époque, Laurent Garnier, Jeff Mills, Carl Cox même, voilà, les trucs, les classiques, quoi. Comment on apprécie la techno quand on est gamin? C'est pas un peu sombre quand même? Bah non, pour moi c'était festif. J'ai toujours associé ça avec la fête. Festive, bonne ambiance. Moi j'adorais faire la fête même quand j'étais petit. Hein, c'est vrai? Danser, écouter la musique fort, ouais, ça m'a toujours attiré. Ouais. Mais j'aurais voulu faire une boom chez toi. Ah ouais, carrément. Moi je me rappelle d'ailleurs de la boom premier degré dans. Alors c'est pas à Brest, mais c'est Boars. C'est une petite ville à côté de Brest de laquelle je viens. Et je me rappelle que la mairie, je crois, ou je sais plus ce que c'est, qui organisait des booms. Ah, c'est la mairie carrément qui organisait des booms. Je sais plus si c'était la mairie ou l'école, ou c'est un peu vague, hein, c'est il y a longtemps. Mais je me rappelle que j'avais hâte. On va faire la fête et tout. Donc ouais, il y a toujours eu un côté cool avec la fête. Mais moi j'associais ça avec la musique, écouter la musique forte, la musique sûrement techno sans m'en rendre compte, tu vois, parce que moi c'était dans mes codes, quoi. C'est vrai qu'on associe très souvent la musique électronique à la fête. Est-ce que tu penses que les deux sont indissociables? Alors plus maintenant j'ai compris qu'il y a quand même il y a de la musique électronique classique, il y a de la musique classique électronique, tu vois, mélange piano et synthé, il y a de tout vraiment, et même les musiques de film de toute façon sont en grande partie musique électronique techniquement maintenant. Mais je pense que la plupart des gens continuent d'associer musique électronique avec techno. En France principalement, techno, donc boom boom. Hein, mais moi non plus maintenant, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on pense ça. Ouais. Je peux comprendre qu'on pense ça. Ouais. Quand tu étais petit, tu avais déjà un rapport bien établi avec la musique, on l'a dit, avec la techno. Mais est-ce que tu avais pris des cours de solfège? Est-ce que tu jouais d'un instrument à l'époque ou c'était pas du tout le plan? Alors non. Quand j'étais petit, vraiment... Moi, dans ma famille, on n'est pas trop musicien. Donc, mon père, encore une fois, était un peu une exception, je pense, parce qu'il était super intéressé avec la musique, mais il n'a jamais joué d'instrument. Mes cousins, mes frères non plus. Et moi, je crois qu'à 14-15 ans, j'avais dit à mes parents, je suis sur FL Studio. J'avais découvert FL Studio, je pense, parce que je devais me poser des questions déjà, mais comment on fait le son, tu vois? Je sais que les gens mixent le son, j'avais compris que c'était mixé. Mais je me disais, mais comment ils font pour créer, tu vois? Créer du son. Et à l'époque, j'avais découvert FL Studio, mais je comprenais pas grand-chose. T'es à quelle époque? Alors, quelle année? 13-14 ans. 2007, 2008. Voilà, avant 2010. Et à mes 15 ans, je crois que j'ai commencé à prendre des cours de piano. Parce que je me suis dit, ça va sûrement m'aider. Et ça m'a vachement aidé au final, surtout maintenant. Maintenant que je compose plus. Mais FL Studio, tout ça, c'est l'époque où j'ai un peu commencé à
à moi aussi moins m'intéresser au foot et me dire ouais, peut-être que c'est pas mal la musique quand même. Mais d'ailleurs, il me semble que tu avais eu une blessure au foot Ouais. qui a un peu. Si j'avais pas été blessé, j'aurais été pro. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Non, ouais, grosse blessure. Bah, en fait, j'étais grandi vite, j'étais grand, et je pense que comme plein d'autres jeunes en vrai au foot, j'avais une partie. Moi, j'étais ma cuisse qui lâchait en fait tous les 6 mois. Ok. Donc en fait, bah, après ça m'arrangeait bien aussi de faire du son à la maison, Ouais. un peu. Ouais. C'était pénible de louper le foot avec les copains à l'époque, mais Tous les 6 mois. on Genre, s'arrangeait. elle est programmée, quoi. J'avais même je sais plus comment on appelle ça, des séances de kiné où en fait ils tapent sur ton muscle Ok. pour le détruire pour qu'il se reconstruise. Comme un steak qu'on fait cuire. Ah ouais, après. non mais en plus c'était ça, marteau comme ça. Et comment voilà, donc je me rappelle de ça, c'était pas super fun quoi. Quand on arrive au collège, on te demande déjà à peu près ce que tu veux faire, tu sais, pour t'orienter. Est-ce que tu vas dans un lycée classique, un lycée professionnel? C'était quoi ta visée à cette époque-là déjà? Alors à l'époque, c'était juste un hobby. Même dans des années-lumière, je me serais jamais dit que ça pouvait être mon métier, même une passion. C'était même un hobby lointain, tu vois. Donc pour moi, j'ai juste suivi l'école. J'ai fait une première S, et terminale S. Et voilà, donc je me suis vraiment pas posé de questions jusqu'à mes 22 ans, 21 ans, 22 ans, où là je me suis dit, j'ai commencé à jouer des concerts, tu vois, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais tu as fait des études donc scientifiques, en tout cas pour le lycée. Ouais. Je trouve qu'il y a un parallèle évident entre les mathématiques et la production musicale. Bah, c'est quand même une question de rythmique, c'est une question de chiffres, en fait. Non, tu ne trouves pas? Bah, y a aussi l'aspect, surtout actuellement en production musicale, avec tous les logiciels qu'on a, c'est pas forcément évident en fait, de les gérer. D'une manière technique, purement technique, pas forcément musicale. On peut très bien comprendre tout le solfège et toute la musique, etc. Mais il y a quand même un aspect technique à gérer, un aspect technique à comprendre. Et je pense que peut-être ça m'a aidé surtout de faire de l'informatique. Après, j'ai fait de l'informatique. Ouais, ok. Et là, j'ai vu pas mal même comprendre un ordinateur, comment ça marche, pourquoi, par exemple, à ce moment-là, ça a bugué, etc. Ça m'a pas mal aidé. Ouais. Bah, j'avoue que quand tu te plonges toi-même dans FL Studio alors que tu connais R, c'est un peu le bordel. J'ai fait l'expérience aussi. J'ai fait bon, je vais écrire des articles, ça je sais faire. Tu vois. j'ai un peu plus de temps pour ça, quoi. Mais comment tu fais pour apprendre à faire de la... Moi, je trouve ça ultra respectable. T'es pas le seul. Il y a plein de gens de notre génération notamment qui ont pu. C'est l'ère Internet, quoi, qui ont pu télécharger des logiciels de MAO et d'essayer de faire du son. Et certains sont devenus pros comme toi. Comment on fait? À l'époque, dis-toi, bon, maintenant, aujourd'hui, déjà, c'est vraiment pas pareil. Maintenant, il y a quand même, on peut contacter son DJ préféré et lui demander des cours. La plupart du temps, s'ils sont pas trop gros et pas trop occupés, ils peuvent donner des cours. Ok. Ils vendent aussi des sample packs sur des plateformes comme Splice, par exemple. Mais voilà, ça c'est maintenant, donc c'est quand même plus facile, plus rapide maintenant. Ça veut pas dire que l'originalité est toujours aussi dure à atteindre, mais au moins la technique est facile. Enfin, approchable. À l'époque, il y avait des vieux tutos sur YouTube. Alors moi, je me rappelle de Seamless Air. Alors, ceux qui connaissent peut-être vont s'en rappeler. C'est un gars qui était à l'époque sur FL Studio, un nerd de ouf, mais qui était trop chaud. Et en fait, il connaissait tous les détails à l'époque où personne vraiment connaissait. En fait. Mais littéralement, personne connaissait grand-chose. Et moi, je regardais ses vidéos, je mettais pause, parce que je comprenais pas ce qu'il disait en anglais. En plus, il parle super vite. Il parlait en anglais, en plus. Donc, je mettais pause, je cliquais comme il faisait. Et je me dis, bon, là, il faut que je comprenne. J'avais appris FL Studio comme ça, tu vois. Donc, c'est un exemple de gars qui, quand même, à l'époque, apprenait. Mais on n'était pas beaucoup à regarder ça à l'époque. Il avait pas beaucoup de... Bah, j'imagine, oui. J'imagine. C'était vraiment un hobby pour presque tout le monde, quoi. Il y avait déjà quelques stars, évidemment... évidemment, il y avait Tiesto, les mecs Armin van Buuren à l'époque, qui étaient déjà méga big, mais l'électro, le DM de manière générale, n'était pas forcément aussi big, quoi. On avait quand même pas mal d'artistes de la French Touch. French Touch aussi, bien sûr. Daft Punk, Justice, du Zippy. Mais toi, d'ailleurs, quand tu commençais à faire des sons, donc là, toujours vers cette époque-là, tu faisais quoi comme son? Alors, moi, au début, je faisais un peu un mélange entre... de l'électro énervé, un peu Bloody Beetroots, je sais pas si tu te rappelles de ça. Bien sûr. C'était vraiment, j'écoutais pas mal ça. Toute l'époque turbine un peu. Voilà. Peut-être aussi, c'était quoi? Cookers. Ouais. Ça te rappelle quelque chose? Oui, The Subs aussi, je sais pas si tu te rappelles. Mais Cookers, il y a un autre nom.
Oui, en tout cas, je vois bien. Tu vois de quoi je peux parler, En fait, l'électro-trash 2012-2010, quoi. Ah, mais même un petit peu avant avant. le dubstep, ouais. C'est un petit... c'est une... 2008, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. C'était... Et puis Justice, mais Justice, je comprenais pas. Enfin, je pense que j'aurais jamais réussi à faire ce qu'il faisait à l'époque. C'est du sampling, je comprenais même pas. J'avais pas compris ça encore à l'époque. Ouais. Donc moi, j'étais vachement sur les synthés. Je me rappelle Massive, Citrus de FL Studio, enfin pour les références techniques. Mais ouais, c'était ça que je faisais à l'époque. C'était un peu nul, hein, d'ailleurs. C'était globalement nul. Et en fait, c'était nul. Ouais, c'était nul parce que en fait, j'avais pas le truc, quoi. Tu commences. Et je me suis... Et après, j'ai vu Rusko en live. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, on va en parler après. Mais... Non, parlons-en maintenant. Voilà, en fait, c'était assez rapide en fait ces années-là. J'avais mes potes, on allait le week-end dans mon studio, donc ma chambre à l'époque. Ouais, bien sûr. Essayer de faire du son. On avançait un peu étape par étape. Et puis après, j'ai vu Rusko en live. Encore une fois, avec mon père. J'étais avec mon père, j'avais 15 ans. Ouais, ok. Un festival qui s'appelle Astropolis. Oui. Rusko par erreur en plus. C'est d'accord. Ah ouais, t'avais parce pas que prévu. c'était pas la scène que je pense que je comprenais même pas. Je devais comprendre un peu les scènes, mais je savais pas que la scène dans laquelle j'étais c'était une scène bass music parce que je connaissais pas la bass music. Ouais. T'as 15 ans. Et j'ai regardé après, j'ai retrouvé les sons. Wooboost, Jahova qui m'avait marqué. Jahova vraiment. J'étais en mode mais c'est quoi ça. Et après j'ai commencé direct à essayer de faire la dubstep. Il y avait un peu de tutoriel à l'époque et c'est là Seamless que j'ai découvert. Okay. Et là j'ai réussi à en faire un peu plus rapidement. Et là ça a été un déclic un peu quand même. Là, tu t'es dit ok, j'ai une fibre pour ça quoi. J'ai une fibre pour le dubstep vraiment à l'ancienne. Surtout que Jahova et tout, c'est vraiment des sons qui découlent vraiment du dub. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le dub c'est autre chose encore. C'est un dérivé du reggae jamaïcain avec une rythmique très lente qui pose les gros sous-systèmes. Voilà, qui vient vraiment poser les bases du dubstep traditionnel tel qu'on le dubstep UK à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Exactement. Principalement, ça c'est sûr. C'est ça. Mais lui déjà Rusko c'était déjà pas mal brostep. What the fuck, surtout pas mal brostep comme ils disent parce que c'était des sons beaucoup plus stridents, des sons beaucoup plus aigus, un délire un peu moins pris au sérieux aussi, moins deep. Et c'est ça qui m'a plu, le côté un peu fou. Parce qu'à l'époque, il faut se dire qu'il n'y avait pas de son comme ça. La techno, c'était dark. Le dub, c'était un peu plus deep aussi. La dubstep aussi, à l'époque, Scream et tout ça, ça restait plus posé, deep et tout. Il n'y avait pas cette sonorité. Il y avait... Justement, Cookers, il y avait Bloody Beetroots un peu dans cette sonorité agressive aiguë qui m'intéressait quoi. Et en fait, c'était la version un peu 140 BPM de ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris dans ma tête. Et donc, c'est ça qui m'a attiré. C'est pas forcément le côté deep, roots, Jamaïque, que j'ai appris à kiffer après. Genre maintenant j'adore, mais à l'époque je comprenais pas trop. Ça m'intéressait moins quoi. Comment on aborde la fête aussi à cet âge-là? Parce que tu as 15 ans, tu te retrouves en festival avec des gens qui sont parfois qui font la teuf parce que ce sont des adultes. Tu vois, c'est pas intimidant. Un peu, je pense. Après, moi, j'avais réussi à ramener un collègue. Je pense que ses parents n'avaient pas compris qu'il venait en festival à Astropolis. Je pense qu'ils n'avaient pas compris. Mais d'ailleurs, Clément, si t'écoutes, tu te reconnaîtras. Et du coup, on était à deux. Mon père était allé faire son tour aussi. Et la plupart du temps, mon père était avec nous. En vrai, c'est comme si t'allais moi, je le voyais un peu comme en concert avec tes parents. Genre que ce soit aller voir Yannick Noah, sauf que c'était pas Yannick Noah, c'était de la grosse techno jusqu'à 5h du mat. Astropolis, c'est que de la musique électronique? Ouais. Et c'est à Brest aussi, je crois. C'est à Brest, ouais. C'est le gros festival, c'est l'un des plus anciens festivals de techno de France, il me semble, voire d'Europe, établi. Ils ont commencé dans les raves dans les années 90 à faire de la rave dans le sud Finistère ou sud de la Bretagne, en tout cas. Avant de se professionnaliser. Mais ils se sont établis rapidement, en fait. Donc voilà. Ok. Donc c'est le staple d'où je viens. Et moi, j'avais... en fait, ça m'a... C'était encore une fois dans l'idée d'excitation aussi. C'est en mode... Je comprenais pas tout ce qui se passait, je savais pas tout encore, mais c'était ce côté tu prends ta veste, tu tailles quoi, tu vas en festival et c'était j'avais ce feeling là déjà à l'époque que je pense que tout le monde connaît maintenant quand tu vas en festival. Il y a un petit côté excitant, qu'est-ce qui va se passer, on va voir, on va faire la fête, ça va être cool quoi. Le kiff. T'as choisi comme première musique Man with the Red Face de l'illustre Laurent Garnier. C'est un son qui est sorti en 2000. Il y a plein d'influences dedans. Je sais qu'il y a une grande partie au saxophone aussi, je crois, vraiment avec des influences jazz. C'est bien connu d'ailleurs que Laurent Garnier il pioche un peu partout pour son propre style. Pourquoi cette musique? Ça revient, tu me parlais de l'aube tout à l'heure en l'enfance, c'est vraiment un des sons qui m'a marqué, que mon père écoutait beaucoup, et je pense que la mélodie et tout m'a vachement marqué, mais surtout c'était l'un des premiers sons que
que mon père écoutait en boucle en fait. Et Ok. que je me rappelle vraiment de ce son. La musique est longue, elle Oui. dure pas Ouais. 10 minutes je crois. Ouais, c'est ça. Ça À une minute. l'époque, il y avait peut-être, des musiques techno super longues comme ça. ouais. Et ouais, donc ça définit un peu les débuts pour moi de ça, quoi. Pour moi, c'était ça les débuts que j'ai. C'est comme ça que j'ai rencontré la musique électronique. Est-ce que tu as pu rencontrer aussi Laurent Garnier depuis ou pas? Je l'ai pas rencontré personnellement, Ok. mais je l'ai vu en concert Alors ça oui, moi aussi je l'ai vu en concert. au moins 10 fois. Attends, pour 10 te dire. fois. Waouh. Ouais, franchement facile Ouais. parce que mon père. Encore une T'as fois. encore emmené. Dernier truc marrant avec ça. Ah vas-y. En terminale, j'avais donc 17 ans, mais c'est pas le sujet. Mais le vendredi, on avait sport de Ok. 8h à 10h. Ok. Et Laurent Garnier jouait dans un petit club qui s'appelle le Vauban à Brest le jeudi soir. Ok. Mon père a fait un mot au prof. Ouais, il est malade ou je sais plus ce que j'avais. J'avais un rendez-vous médecin ou un truc comme ça. T'es pas Pour mal. aller hein, voir, pour aller voir Laurent Garnier. Donc c'est pour te dire. En fait, je pense que Trop fort. bah ouais, donc c'était pas évidemment c'était pas courant, hein, mais Ouais. c'était marrant quand même. Mon fils est en échec scolaire, mais il connaît toute la Mais il a vu discographie. Laurent Garnier, Il a vu donc Laurent c'est cool. Garnier. Et du coup, j'imagine que c'est la particularité de Laurent Garnier et de ces DJ de cette trempe-là, c'est que tu l'as peut-être vu 10 fois, mais t'as pas vu 10 fois la même chose. Ah non, jamais le même set. Et donc, c'est un mec qui s'adapte Jamais le même forcément à tous les. Bah oui, moi aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quand même des sets faits sur mesure pour le festival, pour le mood, pour qui mixe après, qui mixe avant. Franchement, super DJ. Et puis à chaque fois que je le vois, c'est jusqu'à récemment d'ailleurs en 2022 ou 2021 au Nuit Sonore à Lyon. Mhm. Je l'ai revu, j'étais avec des potes. Et à chaque fois, c'est quand même marquant, quoi. Ouais. Il a un truc, je sais pas. Il arrive d'accord. à emmener les gens jusqu'à la fin de son set et à la fin, ça continue à monter. Hmm. C'est pas courant. Ouais. C'est pas. Il y a quand même un truc, quoi. Il y a quand même un truc, je suis d'accord. On écoute un extrait tout de suite. Il est 10h30, c'est à peu près la grasse mat. Plutôt ton délire du coup, de ce que j'ai cru Ouais. comprendre. 10h30, c'est encore tôt. Attention, C'est tôt. attention. Ok, les choses commencent à s'éveiller un petit peu, y compris chez le jeune Samplifier qui commence à faire peut-être ses premières scènes. Ouais. On va parler d'une autre étape primordiale dans ta vie, c'est que ton petit frère était inscrit à un concours de musique. C'est vrai. J'ai fait mes Tu savais recherches, ça, j'ai ouais, c'est vrai. parce que je suis ton petit frère en fait. Tu sais pas. Mais... C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce truc de ouf ou pas là Ouais, c'est vrai que c'est fou, t'as raison, j'avais un peu oublié ça en plus. Comment tu sais ça, c'est fou. En fait, oui, il y avait à l'époque, en 2014, il y avait un petit concours qui s'appelait Dub versus Dubs. Ok. Et Dub, ça veut dire en fait en anglais Dub Plate. C'est Mhm. un peu. Alors, la définition exacte, je la connais pas, je pense que les gens vont me corriger dans les commentaires, mais c'est un morceau qui est pas sorti, que tu envoies à d'autres DJ pour jouer. D'accord. Et en fait, c'est un unreleased, quoi. Et là, le concept, c'est d'envoyer tes unreleased, donc tes morceaux pas sortis, des morceaux que tu crées pour le contest, à l'organisateur. Ok. Il pioche 2 gens aléatoirement, donc dub versus dub. Ok. Et les commentaires plus un jury votent le vainqueur. Donc c'est uniquement en ligne sur internet. Voilà, c'était sur SoundCloud. Donc il y avait 32 producteurs D'accord. qui s'affrontent en rounds, donc 16e de finale, 8e, Ouais. un quart, etc. Et mon frère m'a inscrit. Il se trouve que le 31e s'est désisté, j'étais pas dans les... Parce que Ouais. mes sons n'étaient pas encore très Ouais. affirmés ni spéciaux, parce que voilà. Mais ce challenge-là m'a vachement poussé, en fait. Parce que j'avais toutes les semaines... Donc la première semaine, je l'ai gagné par forfait, parce que le gars s'est désisté. Il n'y a pas de petite victoire, ok. Voilà. Super. La deuxième semaine, c'était le premier gros challenge. Et j'étais tellement motivé que j'ai tout donné toute la semaine. Et puis savoir cette motivation, savoir que le morceau allait être écouté et sorti, concrétiser le truc, ça m'a vachement motivé. Ça, c'est un truc qui manque vachement des fois quand tu commences, c'est d'avoir un public. De dire, je travaille pour quelque chose, quoi. Donc voilà. Et j'ai fini par gagner plusieurs. Je crois que je suis allé jusqu'en finale, en fait, à ma première, Oui, c'est ça. Avec première année, quoi. face à un mec qui est. Face à des gars qui étaient quand même déjà établis un petit C'est peu dans l'underground. Axel quoi. Boy qui était en face apparemment.
Il y avait Axel Boy qui m'a battu en finale, effectivement. Ouais. T'as retrouvé les... Bien sûr. Ah là là, mais Axel Boy, DJ producteur anglais hyper connu aussi. Qui d'ailleurs maintenant fait de la UK House, UK Bass et tout. On pourra parler de l'essor aussi de ce genre-là un petit peu plus tard parce que ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, tu as parlé aussi de SoundCloud. C'est une époque où SoundCloud est encore extrêmement puissant. Ah ouais. Quelle influence ça a eu sur toi, sur ta carrière SoundCloud ? Énorme, parce que justement, depuis ce contest, après, les gens m'ont follow. Quelques-uns, évidemment. Et puis, je commençais à sortir plus de sons. Et puis, à l'époque, il y avait un public sur SoundCloud qui a toujours un peu, mais beaucoup moins. Maintenant, c'est beaucoup Spotify. Ouais. Instagram et TikTok et tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas Instagram qui était aussi... Je sais même pas si Instagram était là encore. Si, clairement. Bon, moi, je l'avais pas. Début année 2010, ça commençait à arriver avec Snapchat, etc. Je sais parce qu'on a quasiment le même âge et que je m'en servais déjà à l'époque. Quoi, ouais. Mais bon, il n'y avait pas la super puissance. Je sais pas si c'était une plateforme de pro... C'était une plateforme de... Ouais, c'était quand même vachement promo, mais personnel. Quoi. Voilà, c'était... Voilà. Et en tous les cas, SoundCloud restait la plateforme pour démarrer la promo d'un son. Et en fait, tu faisais ton son, tu l'exportais de FL Studio, boum, tu le balançais. Il n'y avait pas de réflexion. Maintenant, évidemment, il y a plus de... un peu une réflexion, qu'est-ce qu'on fait, comment on aime, parce que voilà. Mais à l'époque, c'était direct, FL Studio, n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour, tu balançais sur SoundCloud. C'est fou d'avoir un label ou un truc comme ça. Il n'y avait pas de ça, truc, parce que de toute façon, il n'y avait pas... il y avait rien en jeu, parce que je commençais de zéro. SoundCloud est toujours aussi important aujourd'hui, tu penses ? Je pense, j'espère en tout cas. Moi, je pense qu'il y a toujours une communauté underground, en tout cas dans le dubstep, dans la bass music, qui est là, qui écoute, qui essaye de suivre. Je pense que pas mal de gros DJ aussi établis continuent d'utiliser SoundCloud pour dig, parce que c'est très compliqué sur Spotify de dig de la même manière. Il y a YouTube aussi pour les live sets que je regarde beaucoup pour diguer. Je regarde qui joue qui, etc. J'essaye de retrouver les ID, les dubplates. Mais SoundCloud reste pour moi super cool, quoi. Ouais. Ils ont failli mettre la clé sur la porte plusieurs fois. C'est toujours là aujourd'hui. C'est vrai que je m'aperçois que j'étais un énorme consommateur de SoundCloud. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu une espèce de passage de flambeau générationnel avec Spotify. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je me sers quasiment exclusivement de Spotify. Et ils ont fait des efforts aussi pour dig justement sur Spotify. Mais quand je reviens sur SoundCloud, je m'aperçois qu'il y a eu plein de changements de fait, et notamment sur l'application. Ils essayent vraiment de se Mais c'est un peu moderniser. Ils sont en retard sur l'expérience utilisateur, ils sont un peu en retard sur plein de trucs. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein de législations sur les... Enfin, c'est pas un problème, c'est bien pour les droits d'auteur, mais qui font que... À l'époque, franchement, il n'y avait aucun contrôle. Tu pouvais mettre un bootleg de Katy Perry. C'est ça. C'est bon. Ça cartonnait, ça te faisait une carrière en plus, quoi. Et c'était un peu le but de SoundCloud, c'était la place qu'ils avaient, quoi, aussi. Mais maintenant, vu que les contrôles sont meilleurs avec Shazam, etc., en tout cas, les technologies, c'est compliqué d'avoir la même utilisation, quoi. En 2013, tu sors un EP. Alors, c'est le premier que j'ai trouvé sur Spotify. Il s'appelle Playboy. Il est sorti sous le label Noisy Dubs. C'est les débuts, mais ça fait quoi de sortir son premier EP labellisé ? Incroyable, j'étais super content. Moi, je me rappelle de finir les masters l'été pendant les vacances, d'envoyer les masters au label. Et j'avais réussi à être dans le top 50, je crois, à Beatport. Okay. Bon, je me suis rendu compte que c'était quand même pas trop difficile d'être dans le top 50 des EP. Parce que le top 50 des tracks, c'est un peu plus compliqué, mais le top 50 des EP... Bon, bref, mais j'étais super content. J'ai super souvenir de ça. En fait, de l'accueil un peu qu'il y avait eu il y avait eu un petit accueil, surtout mes potes et les gens qui avaient commencé à me follow sur SoundCloud avaient vu que je sortais mon premier EP en label, effectivement, donc... C'était plutôt ça qui était mis en valeur. Mais après, moi, les sons que j'ai sortis à l'époque étaient déjà un peu vieux par rapport aux sons que je faisais au moment où je les sortais. Tu vois ce que je veux dire ? T'avais déjà une évolution. J'avais déjà bien évolué. Donc musicalement, j'étais pas 100% sur ça. Mais c'est pas grave, c'était la progression. Il fallait avancer, il fallait sortir des sons, quoi. C'est 2013-2014, c'est une époque où ça coïncide avec tes premières scènes aussi ou pas ? C'est un peu après, 2015. C'est un peu après 2015. Début 2015, première scène, back-to-back Ivory d'ailleurs. Ton sauce. Le poteau. À Paris, au Glazart, en opening. Ok. Pour une drop-in bass qui n'existe plus maintenant en France, ou du moins il me semble. Je crois qu'ils essayent de revenir, mais il y a plus de... 193 Records en tout cas. Officie peut-être toujours au Canada, je crois. Ouais, il habite au Canada, Miles, mais je sais pas. Ça donnait quoi cette première scène ? Incroyable. J'étais pas prêt, j'avais jamais vu des CDJ. Des CDJ 900 ou CDJ 2000. Ouais, j'avais jamais vu le format. J'avais vu les anciennes parce je les avais louées à la maison, je crois, mais j'avais jamais vu vraiment les modernes. Donc je suis arrivé sur scène, j'avais préparé un set sur Recordbox, donc le logiciel qui permet de préparer ces sets pour Pioneer, pour les CDJ.
Et en arrivant, j'avais préparé un set de fou avec des doubles drops, plein de trucs. Gros fait, le premier drop, je me foire. Direct, hein. Mais à l'entrée de mon set. Yes. Donc là, je fais OK, on va enlever tous les doubles drops, on va jouer une track à la fois, tranquille. Et en fait, en faisant ça, j'ai pris mes marques, j'ai repris confiance. Mais ouais, c'est pas facile la première fois. T'as du monde en face, t'as le set à gérer en même temps. Mais moi, il y a une thématique que Donc, j'aime bien voilà. aborder dans ce podcast, c'est justement tout l'aspect du doute, voire de la peur, parce que quand on commence à se professionnaliser, Ouais. et c'était ton cas à l'époque, je pense qu'on est subjugué, on est immergé dans ces sentiments-là. Tu vois, comment tu gères, ou comment tu gérais en tout cas le doute ou la peur d'arriver sur scène et de faire un truc. Là, tu me parles d'un moment où tu t'es planté devant les gens. Là, c'était presque ingérable. J'étais super stressé. Je me rappelle, c'était les vacances de février. Donc, à l'époque, j'étais en prépa, aussi à Brest. Okay. Et j'avais réussi à négocier avec mes parents parce qu'en prépa, ceux qui n'ont pas fait prépa, il faut savoir que c'est quand même assez intense niveau scolaire. Oui. Donc 45 heures par semaine de cours avec les devoirs le samedi matin, etc. Donc finalement, j'avais pas beaucoup de temps pour sortir mes sons. Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs pour sortir des sons sur SoundCloud à l'époque. T'as eu du temps libre encore. Je sais ce que je faisais. Tu sais ce que je faisais? J'avais mon devoir le samedi matin de 4 heures. Donc ça peut être maths, sciences physiques, etc. C'est une prépa maths? Prépa maths, ouais. Maths sup, maths spé? Ouais. Non. Oh oui, putain, tu m'étonnes que t'as dû prendre cher. Ouais. Donc t'as déjà ta semaine de cours avec entre 7 et 8 heures de cours par jour, vraiment à fond, t'écris toute la journée. Ouais. Après le soir, tu fais tes devoirs, bref, on va faire vite. Et le samedi matin, t'as le devoir de la semaine, le contrôle. Tous les semaines, ça a changé de matière pour garder les élèves à fond. À midi, tu rentres chez toi. Donc là, je rentrais chez moi. La plupart des gens faisaient une sieste. Hein. Franchement, t'es KO après ta semaine. Moi, j'ouvrais le PC, FL Studio, à fond. Mes parents, ils venaient me voir à la fin de la journée. Mais ça va. Ça va. Tu pleures des larmes de sang, là. Ça va. Hein. Et en fait, moi, c'était mon échappatoire, quoi. C'était mon truc. Ah ouais. Et je réussissais, tous les semaines à mettre 4-5 heures de son. C'était juste ça que j'avais. Mais en fait, le fait d'avoir cette restriction, ça me donnait la rage, tu vois. Il fallait que ça marche. Et en fait, c'est là où c'était ton je me suis prouvé, quoi. Il fallait que ce soit là. C'était ton exutoire aussi, un peu, la musique. Parce que quand tu passes toute ton énergie dans les études et tout... C'était ça, clairement. Puis j'étais pas... Je pense que inconsciemment, je pensais déjà que je voulais faire de la musique, mais je me l'avouais pas parce que c'était trop tôt dans mon projet, pardon. Et c'était pas certain. Et puis j'étudiais quand même pour faire ingénieur, donc je me dis... c'est tellement deux destins différents. Voilà, et en fait, bon, j'essayais de faire le mieux. Et du coup, pour revenir, c'était quoi la question, le doute? Oui, comment tu gérais la peur de te professionnaliser, de devenir quelqu'un de public aussi, parce que c'est... à l'époque, je n'avais pas du tout cette conscience-là. Ma première peur, c'était déjà réussir à faire un set. Ouais. C'était... Premier objectif. Je me rappelle de prendre le train de Brest. Alors déjà, prendre le train de Brest à l'époque, je l'avais pas fait pour Paris, pardon, je l'avais pas fait beaucoup de fois. Donc j'étais dans le train. J'avais même croisé un pote à moi de Brest par hasard qui était à côté de moi. Lui, il était détente. Il allait en week-end avec sa copine ou je sais pas quoi. Ouais, toi, t'étais pas moi, détente. J'étais en train de stresser. Hein. Moi, j'allais aux toilettes tous les heures. J'étais en train. Il savait pas. Je cachais. J'étais blanc, tu vois. J'étais en mode, je vais mourir ce soir. Et donc le stress, je m'en rappelle, c'était paralysant, quoi. Ouais. Tu sais, le stress en mode t'es stressé pour de vrai, quoi. Vraiment stressé. Le set se passe. En vrai, je me foire un peu, mais bon, c'est pas grave. Et à chaque nouveau set, pareil, le stress. Et en fait, c'est resté pendant des années jusqu'à maintenant où c'est un peu mieux, quoi. Encore aujourd'hui, tu ressens c'est pas facile. Stress Parce que maintenant, les scènes sont plus grosses. À l'époque, il y avait 500 personnes. J'étais en opening, il n'y avait pas d'attente. Maintenant, je vais faire tête d'affiche ou alors je vais faire un bon billing sur une scène de 5000 personnes ou plus. Et par exemple, Rampage. Et le stress est différent. Là, ça va plutôt être ce que tu dis, être une personne publique, prendre une bonne prise de micro, pas faire de gaffe, rester pro, quoi. Alors, et dans la personnalité publique, il y a aussi en vrai l'aspect internet, l'aspect follower, l'aspect social où quand tu es dans une soirée, tu te retrouves sous le feu des projecteurs et c'est toi qu'on regarde. Et est-ce que tu te souviens de cette époque-là où ça commençait un peu à monter pour toi et comment on gère ça? Est-ce que c'est hyper enthousiasmant ou est-ce que c'est vraiment un piège possible pour avoir la grosse tête, quoi, tu vois? Les deux. En vrai, tu résumes les deux. En fait, ça dépend aussi de ce que tu as à côté. Moi, j'avais encore la prépa. Donc, ça me mettait tellement, remettait direct à terre. Proche du micro. Proche du micro, please. Ça me mettait, je sais pas si c'est la bonne expression, mais bref, ça me remettait sur terre direct. Donc, par exemple, je jouais mon concert et le lendemain, direct, on reprend. Tu retrouvais tes potes d'études. Je retrouvais mes devoirs aussi. Tes devoirs d'études. Mes 8 heures de classe par jour. C'est tes potes, en fait. Ça, c'était les premiers concerts, donc la première année. Après, je suis allé en école d'ingénieur à Grenoble et il y avait un peu quand même ce délire de...
bon, c'est cool ce week-end, c'est le hobby, mais attention, t'as tes études à finir. Donc ça, moi, ça m'a vachement tiré en dehors de tout ce qui est, je pense, grosse tête, se prendre la tête par rapport à tout ça. T'étais pas déconnecté de la réalité, quoi. J'étais à fond dedans, en fait, parce que moi, c'était plutôt l'inverse. Je prenais pas du tout au sérieux la musique. Samplifier, c'était, c'est quoi cette bêtise, quoi. Il vient d'où le surnom Samplifier? C'est Samy, Firefeu. Ouais. Donc on est à Samy Fire. Après, il y a Amplifier, donc les amplis en anglais. Samples. Ok, d'accord. Amplifier, tu vois, tu mélanges un peu tout. Bon, ouais, j'avoue, c'est un Je m'étais un peu pris la tête à l'époque, j'avais mis plein de trucs qui me correspondaient. À l'époque, je m'appelais Samy Bay, donc c'était pas ouf. Ouais. Samy Bay, Samy Bayou. Samy Bass Music, peut-être? C'était DJ Samy Bay, c'était soundcloud.com, user DJ Samy Bay. Ah yes, c'est bon. Donc, je préfère un peu Samplifier. Mais... T'as pu mettre le numéro de ton département après. Samy Bay 29, Finistère 29, attention. Ah, c'est parfait. Ouais. C'est une époque, même si tu commençais à bien comprendre comment ça marchait et tout, et que j'imagine que tu as dû apprendre énormément à chaque scène, à chaque fois. C'est vrai, ouais. Mais on continue d'apprendre toujours. Toujours, ouais, encore aujourd'hui. Bah maintenant, ça va plutôt être ce que tu parles là d'être plus aware de ce qui se passe, personnalité, etc. Enfin, pas se rendre compte que les gens viennent te voir. C'était un truc qui m'a mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre que les gens viennent quand même payer leur ticket pour te voir en concert. Donc ils attendent quelque chose de toi. Il faut déjà leur donner ce qu'ils attendent. Ouais. Et puis, il faut peut-être les surprendre. Il faut peut-être apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, quand ils viennent te déjà, voir? ils attendent d'avoir du fun, de passer une bonne soirée. Ça, c'est le truc de base. Je pense que tout le monde vient passer une bonne soirée. Tu viens pas prendre un ticket pour passer une mauvaise soirée. J'espère que je vais me faire chier de ouf, là. Voilà. Et passer une bonne soirée, ça veut dire quoi? Pour certains, ça va être écouter les derniers sons à fond. Pour d'autres, ça va être gros mosh pit avec leurs potes. Pour d'autres, ça va être juste sortir avec leurs copines, tranquille soirée parce qu'un tel est là. Et être conscient de ça, en fait. Pas juste... parce qu'à l'époque, c'était musique, tu sais, les techniques, machin. Et en fait, je suis un peu sorti de ça aussi, quoi. Ouais. J'ai pris un peu du recul. Et puis, du coup, ça me donne une autre vision sur le set. Ton style s'est affiné avec le temps. T'as eu, à cette époque-là, c'était quoi un peu tes influences pour définir, aiguiser ton style? Bah, à l'époque, ça allait être surtout... la technique des sons, etc. J'étais vachement sur ça. Donc, mes inspirations, ça pouvait être Fizo, Space Lacy, ce qui est toujours d'ailleurs une inspiration de toute façon. Nausea, c'était tout ce qui était hyper pointu techniquement, tu vois. Ouais. Et maintenant, c'est toujours une inspiration, mais j'essaye vraiment de m'ouvrir aussi à des trucs plus fun, des bootlegs marrants, des trucs un peu débiles. Parce qu'au final, je me dis, moi, ça me fait rire, je kiffe en live, pourquoi pas faut se prendre moins en sérieux, tu vois. Ok. En tout cas, c'est ma vision du truc maintenant. Je pense qu'il faut être sincère, en fait. Je suis sincère dans mes démarches. On veut tous kiffer. Ouais. On sait faire du son maintenant, donc qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce que ça va être 1 heure de gros bangers sans rien? Non, pour moi, c'est plus ça, tu vois. C'était ça à l'époque. Je préfère un peu mettre un peu de techno, mettre un peu de drum, mettre un peu de deep, mettre des bootlegs marrants. Après, évidemment, des gros sons attendus, des ID, mais... On peut plus rester exclusif au dubstep aujourd'hui. C'est trop... Moi, je pense que c'est une erreur, personnellement, parce qu'il y a de la place pour tout. Dans 1 heure de set, tu peux quand même jouer 40 sons dubstep si tu as envie, et tu peux jouer 10-15 sons... divers, c'est ce que je fais en gros. Je sais que les gens viennent me voir pour le dubstep, mais j'essaye de proposer, de les surprendre un peu sur leur de set. Et moi, dans ma production, ça me permet de rester d'essayer des choses inspiré aussi, quoi. Il me semble que tu as aussi un peu d'influence dans les musiques de films. Et ça se sent parce qu'il y a quand même pas mal de sons où tu prends le temps de poser une atmosphère. Il y a un côté presque historique qui peut... Je sais que tu avais un EP qui s'appelait Ragnarok, je crois. Ouais, bien vu. Et est-ce que c'est une véritable influence, les musiques de film? D'ailleurs, sur ma rétrospective Spotify, c'est musique de film en numéro 1. Oh. Ou musique classique. Musique de film en numéro 1 et 2. T'as des OST qui te viennent en tête, là? Bah là, Dune. Ouais, ok. Dune, direct. C'est parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, Dune partie 2. Dune partie 1 m'avait choqué. Dune. Pourquoi Dune? Parce que c'est pas forcément typiquement ce que tu vas attendre d'un blockbuster, tu vois, comme les Marvels et tout. Il y a des inspirations un peu différentes. Évidemment, il y a la musique arabe, mais il y a aussi plein de textures, du travail des textures. Bah alors là, on revient dans la technique de fou, mais moi, ça me fait kiffer. Et puis au ciné, je suis allé voir dans un Dolby Cinéma Atmos, donc le son c'est Atmos. Ouais, incroyable. À Beaugrenelle, Paris, non? C'était à Massy. Okay, moi, j'habite dans le 91, donc c'était à Massy. Pâté Massy et waouh. Ouais. Genre vraiment là j'ai kiffé, quoi. Je suis d'accord. Il me semble que tu as le Dolby Atmos aussi au Pâté Beaugrenelle, donc à Paris, avec Dolby Cinéma, donc pour la technologie d'image et la technologie sonore. Donc c'est le genre de cinéma où tu sais tu payes 21 €, mais tu peux plus que ça c'était, je crois. Tu t'allonges, peut-être 24. C'est 24 maintenant. Et tu peux t'allonger sur ton fauteuil en cuir. Et c'est sans doute la première fois où je me suis pris une claque
pour le sound system Tu vois. et l'aspect 3D du truc. Et Incroyable. maintenant, à chaque fois que j'ai des sons, des films qui vaillent le coup, vraiment, je vais les voir là-dedans, quoi. J'étais voir Oppenheimer là-dedans, j'étais voir Avatar, en fait, parce qu'il y a des films comme ça qui ne sont parfois presque que des spectacles atmosphériques et Je suis visuels. d'accord, je suis complètement d'accord. Alors ça va être cool de le voir à la maison, Oppenheimer, ou même sur un téléphone et des AirPods en tirant dessus, mais C'est un peu chiant. t'auras la moitié de l'intention des artistes. Franchement, au ciné, ça m'a... Donc voilà, la musique de film, grosse inspi, puis musique classique, évidemment, parce que moi, je suis souvent... Quand je voyage et tout, je vais pas forcément... Je vais écouter de la dubstep des fois ou de l'électro, mais pas tout le temps. T'as besoin de souffler, quoi. Concrètement. Donc voilà, c'est pour ça, grosse inspiration. Et j'ai remarqué d'ailleurs que plus je suis à la maison, donc Covid par exemple, pendant le Covid, c'est pour ça que j'ai fait ces EP, je pense, plus cinématiques, orchestraux. Ouais. Et après, quand je reviens en tournée, je me dis, là, c'est l'inverse. Je me dis, allez, on fait du débile, on y va à fond. C'est cool, c'est marrant, tu vois. C'est cool ce parallèle entre cinéma et ton métier. À tout hasard, jeux vidéo, c'est pas du tout un truc qui te... Si, surtout à l'époque, quand j'avais un peu plus de time. Tu joues à quoi? Moi, j'ai commencé avec les codes, en vrai, comme tout le monde, mais il y a eu des super musiques sur les codes. T'as eu Hans Zimmer qui a fait... moi, Modern Warfare 2, c'est avec celui-là que j'ai vraiment commencé au taquet. À l'époque, sur la PS3, sur Rust. Oui, bah voilà, bien sûr, les grands classiques. Tout le monde l'a fait, celui-là. Ouais. D'ailleurs, j'avais un pote qui était dans une team France abusée, il me mettait la raclée tous les jours. Ça arrive. J'arrivais à 17h, fin de cours. Je prenais une branlée tous les soirs. Bref, c'était marrant. C'est comme ça qu'on apprend à avancer. Si t'écoutes Robin, là, tu m'as... Pas de big up. Tu m'as eu pas je vais te retrouver et je vais te... Mais ouais, et puis après les Witcher, les Elden Ring, j'ai essayé aussi. J'ai commencé récemment. Dark Souls 2, j'avais commencé à l'époque, mais j'étais pas... Je pense que j'étais pas assez bon. Le jeu vidéo s'est énormément développé et tout. On avait déjà des super musiques à l'époque. C'est encore plus le cas aujourd'hui. En gros, les coûts de production... gonfle énormément dans le jeu vidéo, notamment pour la production musicale. On a beaucoup de grands compositeurs qui viennent composer en fait, et au même titre que le cinéma. Ouais. Et j'avais reçu Panta de jeuxvideo.com dans ce podcast qui me disait que pour lui en fait la nouvelle musique classique d'aujourd'hui, tu vois, qui sera la musique classique dans le futur, mais en fait c'est les musiques de films, c'est les musiques de jeux vidéo. Oui. En fait, alors oui et non. Moi, je pense que oui et non. Oui, parce que c'est le plus proche d'une musique populaire qui va pas être rythmiquement pareil. Ça va se rapprocher plus de la musique classique, évidemment. Mais non, parce que ça reste quand même contraint à l'histoire du film, à un timing dans le film aussi. Tu vois, par exemple, si une scène, elle est une scène d'action, ça va être une musique d'action. Une scène lente suivie d'une scène, un baiser, par exemple, ça va être une musique différente. Donc, on a quand même des thèmes qui ressortent, qui sont retravaillés pour Spotify, mais ça reste contraint à un thème et tout. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est intéressant d'avoir les mêmes artistes qui font les musiques de films, développer des albums équivalents une symphonie, par exemple. Mais qui soit libre. Voilà. Ouais, mais moi, je pense qu'on s'en rapproche énormément, ça c'est sûr. Après, peut-être que les grands compositeurs de l'époque de musique classique étaient aussi finalement c'est vrai aussi. Contraints à faire une musique pour une certaine audience. Puis il y avait des demandes, c'était des demandes pour des gens riches. C'est ça. Donc, pour ma fille, pour ma femme. Ils étaient encadrés, c'est vrai aussi, t'as raison, ils étaient encadrés socialement, donc peut-être que finalement, ils n'avaient pas non plus la méga carte blanche et qu'ils devaient s'adapter à une audience. Pourquoi pas? On n'a pas parlé d'un sujet important parce qu'en vrai, on a parlé de Rusko et c'est vrai que c'est un peu... il est un peu connu pour être le père fondateur un peu du brostep. Le brostep qui est donc un sous-genre de dubstep, comment on pourrait dire ça, un peu édulcoré, plus rapide. Bon, il y a un mec qui a permis au brostep aussi d'exploser à l'international, bien c'est Skrillex. Tout le monde connaît Skrillex, tout le monde connaît le dubstep via lui, tout le monde, je parle vraiment du méga grand public. Quand tu leur dis dubstep, ils pensent encore à cette musique-là de 2012 en fait, quoi, tu vois. Le EP Scary Monsters. C'est bien sûr. Moi aussi, ça a été un peu une de mes révélations. À cette époque-là, comment tu vois ça de quel œil là aussi l'explosion du dubstep à l'international? Parce que toi, t'es encore. Moi, je suis en plein dedans. Je viens de découvrir Rusko. Ouais. Je commence à faire mes. Non, à l'époque, non, je faisais pas encore de son. Je viens de découvrir Rusko. Je viens de découvrir la drum and bass et j'avais un peu connecté quand même Skrillex. C'était un peu un mélange, tu vois, entre Rusko dans le BPM, dans la vibe 140 et les sound design un peu plus nausea, sport. Ouais. Donc beaucoup plus neuro, beaucoup plus technique, beaucoup plus énervé quand même sur les sound design. Et j'avais connecté un peu ça à l'époque et il se trouve que je crois que Skrillex est d'ailleurs allé en stage en Hollande apprendre le son avec Nausea à l'époque. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. D'accord.
Parce que lui, à l'époque, avant ça, il avait son projet From First to Last, donc un projet emo où il chantait, pas du tout pareil. Et il s'est dit, je veux faire de l'électro. Notamment parce qu'il s'était abîmé les cordes vocales, je crois. Ouais. Et du coup, un peu comme toi avec ta blessure au sport. Ouais. Moi, c'est moins stylé, mais ouais. Bon, je sais pas. Et du coup, c'est vrai qu'il s'est mis à faire de l'électro. Ça a plutôt bien marché pour lui. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi le dubstep il a vraiment changé depuis? Bah, ça a changé en vrai, moi je dirais aussi avec quand Skrillex a perdu un peu de son hégémonie en vrai dubstep 2012-2014, tu vois. Après le Mothership Tour, je pense. Lui, il s'est mis à faire Jack U et ça a mis un peu le projecteur sur autre chose. Et du coup, c'est redescendu en hype, le dubstep, donc via lui. Mais ça a permis à Never Say Die, ça a permis après à la création de Disciple de vraiment s'établir avec Zomboy, Schism. Et ceux qui étaient déjà là, évidemment, Dr. Pirusco, etc. On continue à être dans le game, évidemment. Et ça a permis aussi à différents sous-genres d'arriver, tu vois, de s'établir. Moi, j'appelle ça dubstep Never Say Die, tu vois. C'est pas vraiment Skrillex, tu sais, ça va être Bad Clad, ça va être Zomboy, c'est un peu plus moderne, plus dans le dance floor, plus il y a plus une structure aussi codifiée et que tu peux jouer dans un set tout le temps. Skrillex, il y avait quand même ça a changé de BPM, attention, les gens disent que c'est dubstep, mais t'avais Rock'n'Roll qui était 110, t'avais évidemment Scary Monsters qui allait être 140. T'avais Bangarang qui était en 110 aussi. Finalement, il était très flexible en fait. C'était un peu c'était vraiment à l'époque c'était du multigenre comme ça, même Kills and Noise avaient sorti un album multigenre à l'époque, voilà. Donc moi je dirais que c'est la standardisation, un peu les codes qui se sont affinés, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, on pourra en parler, mais après le Redeem, après d'autres vagues comme ça qui viennent tous les 2-3 ans. Quoi. On va en parler, mais c'est marrant quand même de voir un peu l'influence aussi de Skrillex au fur et à mesure. Tu as parlé de Jack U, donc, qui était un duo avec Diplo, où là on a eu des tracks de ouf aussi avec Justin Bieber et tout, mais il a toujours parti, mais avec des influences un peu bass quand même dedans. Bien sûr, influence juste, mais c'était axé pop quand même. Quoi. Ouais, et du coup ça me donne envie de parler un petit peu de la trap musique aussi qui est arrivée. Alors, tout le monde l'entend, la trap par le trap rap, parce qu'aujourd'hui c'est finalement le genre de hip-hop qui prédomine, mais on a aussi le DM trap, on peut appeler ça comme ça. Le DM trap, ouais, c'est pas mal. En gros, pour moi, c'est une fusion en fait entre la trap telle qu'on la connaît, trap, rap, et EDM. Et bass même, parfois. Tout simplement, bass, EDM, bass. Aux États-Unis, ils vont plutôt tendance à dire EDM. En France, on va dire bass, effectivement. Pour la trap en tout cas, parce que j'ai l'impression que c'est parce que... Stucky Sound à l'époque. Qui était un peu plus hip-hop aussi à l'époque. Après, il y a eu encore plus EDM. Donc Uchi, c'était hip-hop quand même. C'était assez simple. En vrai, c'est vraiment pour moi la base. C'était Mr. Carmack. Mr. Carmack, Uzi. Chargé là. Chargé remix. Flostradamus. Après, il y a moi, c'était ce que je préférais. Ouais, moi aussi. Mais après, il y a eu plus de. Encore plus EDMifié, tu vois. Je sais pas comment dire, mais un peu trop pour moi. C'était devenu un peu Disneyland quand même là dans les sons. En fait, à l'instar du dubstep, il y a eu une espèce de démocratisation de la trap, une explosion, ça se retrouvait partout sur YouTube, tu sais, en guise de musique d'intro YouTube, ce genre de truc là. Musique d'intro YouTube, c'est ça. Typiquement, tu MLG, vois. Ouais, voilà. Et du coup, mais c'est ce genre-là, la trap comme le dubstep, on a quand même profité pendant 10 ans pour se développer énormément. C'est vrai que ça a servi aussi. Et je trouve que la trap elle, c'est assez accentuée vers la violence énormément pour rejoindre vraiment la bass music, la famille bass music, tu vois, avec des mecs comme Picaboo aussi qui ont essayé de faire des trucs très très récemment, nouveaux. Mais lui, je sais pas, c'est trap, tu penses? Il y a des influences de ouf. Moi, j'aurais dit que c'est un peu tout mélangé, UK, dubstep, trap, un peu tout mélangé, un peu deep aussi. T'as Yuki aussi, tu vois, qui a vraiment alors c'est carrément mais eux, c'est carrément une blague, leur projet, enfin le thème de leur projet, c'est la blague, quoi. Tu as choisi une musique qui s'appelle donc Jahova de Rusko. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On rappelle que c'est un Anglais, Rusko, un pays du fondateur du dubstep, aussi du brostep. Pourquoi cette musique? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Juste pour revenir vite fait dessus, on en a parlé. C'est donc ça. C'est vraiment le premier gros son que je garde en mémoire pour le dubstep. Changement, tu vois. Je parlais avant de Bloody Beetroots, Cookers, tout ce qui était 128, hard electro, complextro, même avant le complextro. Et je découvre Rusko, Jahova. Je le vois en concert un peu au même moment. Et là, grosse connexion, quoi. Déclic.
Ouais, un peu, franchement, déclic, parce que c'est là où je me suis dit, il y a un truc différent. Il y a un peu les mêmes sonorités que j'aime bien avec Bloody Beetroot, les trucs criards un peu, tu vois, électro-violents. Parce qu'à l'époque, c'était violent. Maintenant, évidemment, tu réécoutes Jahova, c'est de la deep, quoi. C'est très lent, très, très smooth. On veut ce qu'on fait maintenant, mais à l'époque, c'était assez intense. Il y a aussi voilà. ce déclic qui se fait vraiment par le passage de voir ça en live. C'est inhérent, en je live, trouve. ça tape de ouf. Ouais, mais en fait, je me souviens très bien de la fois où j'ai entendu du dubstep, ça m'a plu et tout, et la première fois que je l'ai vécu en live, parce qu'il faut quand même revenir un peu sur cet aspect-là, sur l'aspect de la bass music, ça porte pas son nom pour rien, quoi, tu vois. C'est sûr. Moi, j'ai des copains, des fois, ils me disent, ou des gens, mais il n'y a pas de basse. Ouais. Parce qu'ils n'écoutent pas, en fait, sur un système adapté. C'est sûr, si tu écoutes la trappe, tu sais, avec un gros 808 qui va être disto, tu auras un peu les médiums, ça va faire... Mais bon, c'est quand même pas mais pareil. Mais c'est pas de la vraie... Ça résonne pas profond, et quand tu écoutes ça sur un sound system... C'est complètement dément. Et du coup, il y a quand même presque la moitié d'expérience, elle se vit en live, en fait, parfois. Je sais pas comment tu penses tes musiques, d'ailleurs. Est-ce que tu les penses pour être jouées en live ou pour être écoutées par tout un chacun Bonne question. Alors, premièrement, toujours, je pense inconsciemment en live. Ouais. Parce que c'est là où moi, mon projet se dirige. Des fois, je fais un effort où consciemment, je change certaines choses pour qu'en streaming, ça passe mieux. Ok. Par exemple, techniquement, je vais rajouter un peu plus de médium, etc. Je vais rendre le son plus compatible aussi aux petites enceintes. Mais la structure du son va être live. Ouais. Ok. Donc, live sound system, quoi. C'est important, je pense, de le préciser, de construire ces musiques, de les penser pour la fête. Donc, moi, c'est comme ça que je le pense. Ouais. Puis la réaction, le timing des sons, des fois les fake drops, par exemple, qui vont permettre d'avoir une réaction. Je pense qu'en streaming, ça a moins de sens. Parce que pourquoi surprendre un auditeur Spotify ? Enfin, c'est un peu bizarre. Mais en live, ça a tout son sens. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que je peux comprendre des fois les commentaires qui disent, qui reviennent sur ça, mais je changerai pas. C'est le projet, c'est comme ça que c'est conçu. Peut-être que je ferai un EP plus axé streaming, musique, composition, mais en tout cas là actuellement non. Ok. Moralité, allez en soirée, voilà. Allez me voir en concert. Et on écoute ce son de Rusko tout de suite, un extrait. On est en plein cagnard, ça tombe bien. Ouais, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. On va parler un petit peu de Disciple, on va parler un peu de l'explosion aussi à l'international. Écoute, on va parler de la fin des années 2010 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de choses. À partir de quel moment tu es vraiment affilié au label Disciple ? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Disciple, c'est un label américain de bass music, principalement dubstep, qui a été créé d'ailleurs par des Anglais, basé à Los Angeles, et ça reste un des plus gros labels quand même dans ce genre de musique, parce que c'est un label vraiment qui permet toujours d'exploser un peu plus aux États-Unis ou de rayonner plus. Et moi j'ai été signé en 2019. D'accord. Et ça m'a permis aussi d'avoir le visa américain, le visa de travail américain. Tu pouvais pas l'avoir avant ? J'avais essayé, c'était un peu compliqué en indépendant. Il paraît que c'est chiant. C'est très compliqué au début, en quoi c'est surtout chiant ? La première fois, parce qu'en fait le visa américain de travail, dans le cas d'un artiste, c'est un visa ce qu'on appelle O1. O pour Outstanding One. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est les Américains cherchent à prouver que tu n'es pas en train de prendre le travail d'un Américain. D'accord. Donc il faut prouver que tu es exceptionnel dans ton domaine, que tu vas pas prendre un autre travail, mais apporter du business. Il faut que tu prouves ta légitimité à et bosser. En fait, comment tu fais pour prouver que tu es unique et tu vois au-dessus un peu en termes de dubstep, sachant que t'es pas aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis c'est là où il y a la plupart du business. C'est un peu paradoxal. Donc il a fallu, j'ai joué en Australie, au Canada, en Europe. J'avais joué vraiment là partout où je pouvais en dehors des États-Unis. J'avais déjà eu des numéros 1 sur Beatport, etc. Ce qui sont des preuves tangibles qu'ils cherchent à regarder. Tu vois, il faut bien qu'ils regardent quelque chose. Et ça m'a permis après avec Disciple, avec le backup de Disciple. Tu vois, une entreprise américaine établie. Qui t'a apporté encore plus de légitimité, on va dire, pour leur avocat, voilà, c'est ça.
C'est ouf parce que ça veut dire que t'as pas le droit de te produire, même si t'es un petit artiste. Non, En interdit. tout cas, c'est eux qui choisissent. Parce qu'ils considèrent que tu vas prendre le travail d'un Américain, ce qui est pas du tout vrai au final, mais c'est la loi américaine. En arrivant chez Disciple, est-ce que tu t'es dit que t'avais, ça y est, franchi un cap important et que tu jouais carrément. dans une certaine cour des grands? Bah, je jouais dans la cour des grands, j'étais petit dans la cour des grands, ça c'est sûr, Ouais. surtout à mes débuts. Mais par contre, j'ai senti la diff tout de suite. D'ailleurs, mon premier concert aux États-Unis, je suis passé de jouer en club en France entre 500 000 personnes, dans les grosses soirées à Paris par exemple. 500 ou 1000 Entre 500 et 1000. ou 1000, pas 500 000 Ouais, évidemment. c'est balèze. 500 000, il n'y a pas beaucoup de soirées dans le monde qui sont à 500 000 personnes. Grave. Mais c'était entre 500 et 1000 personnes en club à Paris, ce qui était déjà cool bien sûr. Et premier concert, c'était EDC Las Vegas. Oh. Ce qui reste d'ailleurs, à ce jour, l'un des plus gros concerts que j'ai jamais joué. Alors, l'EDC Las Vegas, c'est incroyable. EDC Las Vegas, c'est en gros le Tomorrowland des États-Unis. Voilà. C'était quand? Et c'était en 2019, en mai 2019, mon premier concert aux États-Unis, juste après avoir eu mon visa. Tu veux une anecdote rigolote? C'est que je t'ai vu à l'aéroport. Ah bon? Et non, mais attends, c'est marrant. 2019, je suis chez Jeux Actu, chez Webedia. En mai, je vais à Los Angeles. Ah ouais? Il me semble. Ouais, c'est ça. T'as pas fait une escale? Ah non, c'était à Paris, tout simplement. Mais en tout cas, pour aller à Los Angeles voir Call of Duty et tout. Et je sais plus où dans le press tour. Il me semble que t'étais avec Ivory ou quelqu'un comme ça. Et je me suis dit, putain, mais je connais quoi, tu vois. Incroyable. Et ça matchait. Et je crois qu'on avait déjà parlé il y a 2 ans. C'est possible qu'on ait parlé de ça, ça me dit quelque chose. Ça me fait rire. Ça, cette histoire. Ouais, c'est quand même assez rigolo. Alors, comment ça se passe quand t'arrives? Oui, j'essaie d'imaginer en fait le step que tu franchis. Ah bah c'est énorme, c'est monumental, c'est même pas un step, c'est une montagne parce que c'est vraiment, tu passes de galérer financièrement, jamais être bien dans le billing, je sais pas comment dire en français, La facturation. Non, dans un line-up, t'as souvent la tête d'affiche, t'as après le support, et t'as les locaux. Moi j'étais souvent entre locaux et support parce que j'étais français, j'avais pas eu l'occasion de jouer à l'étranger. Ouais. J'étais quand même booké régulièrement, mais tu vois. Et t'arrives aux États-Unis, et là c'est l'inverse. T'es l'étranger qui arrive jouer dans leur pays, t'es aux États-Unis en plus, à Las Vegas. Ah ouais. Il y a 30 000 personnes devant toi. Dans le même jour, il y avait Skrillex qui jouait. T'es en mode attends. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc énorme claque. J'arrive à Los Angeles, le gars vient me chercher en voiture, on prend la voiture jusqu'à Las Vegas direct. Et ouais, non, j'ai pris une énorme claque. Mais oui, parce qu'on le rappelle, l'EDC Las Vegas, c'est un festival de musique électronique qui se passe à Las Vegas, je vous apprends rien. Vraiment, quand tu regardes le line-up, tu fais bon, ok, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Parce que tu vois même plus les noms. Tous les grands noms. Tous les genres. Bass, house, même un peu du mainstream. Il y avait Travis Scott ce soir-là. Oui. Ah oui. Il y a tout. Et c'est leur gros événement. C'est le gros événement de la plus grosse en boîte. Ouais. EDM, c'est Insomniac aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc, qui était très présent pendant le Covid aussi pour faire des live streams, etc. Ouais. C'est leur flagship, quoi. C'est le gros événement. Ici, Las Vegas, faut y jouer. Et d'ailleurs, je n'y ai pas rejoué depuis parce qu'en fait, c'est super compliqué. J'ai eu un peu de chance aussi en 2019, malgré tout, il faut le dire. Il y a un artiste européen qui s'appelle Badclat qui avait perdu son visa pour des raisons, je me rappelle plus. Et il se trouve que moi, je venais d'avoir mon visa, il y avait peut-être un peu une hype à l'époque, et en gros, l'organisateur nous a pris en remplacement, quoi. Ok. Donc j'ai su 10 jours avant que je jouais à Las Vegas dans 10 jours. Là, tu parles de stress, là, c'était carrément une paralysie, frère. J'étais pas bien, là. Alors, comment... J'allais dans le jardin, je m'asseyais dans le jardin. Tu sais, j'étais paralysé, sincèrement, en mode, c'est pas possible. Je dirais le même avec Pablo Escobar dans la piscine qui est là et qui regarde et qui se passe rien. C'était exactement ça. Je jouais à Paris le vendredi. J'ai essayé d'appeler l'organisateur pour annuler. Moi, il fallait parce que du coup, je jouais à Paris le vendredi, je devais être à Las Vegas le dimanche. Heureusement, je jouais pas le samedi. Il a pas voulu que j'annule. Donc j'ai joué à Paris le vendredi, ce qui d'ailleurs, maintenant que je me rends compte, c'était super parce qu'en fait, ça m'a donné confiance. J'ai fait un super set à Paris. Je pense mon meilleur set à Paris. J'ai tout donné, tu vois, parce que j'étais à fond. Et je me lève, je prends l'avion, j'arrive à Los Angeles. Mon frère est venu avec moi. Parce que sinon, mon frère, il m'a... C'était peut-être ton frère que j'ai vu alors. Ouais, mon frère, c'était mon frère d'ailleurs, Marceau. Il est venu avec moi parce que mes parents ont dit vaut mieux que tu ailles avec Samy là parce que c'est chaud quand même. Donc mon frère est venu avec moi, on est arrivé et c'était tellement énorme que le stress est un peu parti en fait. C'était un jeu vidéo. J'arrive sur scène, je vois 30 000 personnes littéralement devant moi.
Je fais, ah ouais. Puis avec l'effervescence, quoi. Je veux dire que quand tu vois la gueule du festival, tu fais bon, C'est qu'est-ce énorme. qui se passe? C'est énorme, C'est- monstrueux. Puis du coup, est-ce que le fait d'être soutenu par Disciple, tu rencontres beaucoup de gens sur place aussi, Bah oui, donc t'es porté, quoi. tu rencontres tous les gros noms. J'ai rencontré les Dirty Phonics, plus personnellement cette fois-là. Ils ont dit, ah, c'est toi, machin. Enfin, forcément, ils avaient dû entendre parler. Tu joues à Las Vegas et tout. Ils jouaient le même soir d'ailleurs. Funcase, Sudden Death. Sudden Death, pour le coup, on a un peu grossi ensemble. Ouais. Lui, il a grossi plus, mais on a grandi ensemble. On se connaissait bien avant. Ouais. Donc, je l'ai revu là-bas et plein d'autres artistes voilà, Ouais. qui jouaient ce soir-là. Quoi. Ouais. J'ai un peu oublié les détails. Mais... Tu t'es progressivement spécialisé dans un sous-genre de dubstep, on va en parler du coup forcément, c'est le Riddim. Bah écoute, qu'est-ce que c'est le Riddim? C'est un sous-genre qui est quand même très énervé, mais très spécial, qui n'est pas des plus accessibles. Mais Non. je te laisserai expliquer avec tes mots ce que c'est que le Riddim. Alors, ça va être compliqué de bien expliquer. Sans extrait comme ça. Ouais. Mais globalement, le Riddim, c'est un peu donc on parlait voilà, pour faire juste l'histoire vite fait. 2012 Skrillex, 2014, 2016, 2017, moi je dirais dubstep un peu plus Never Say Die Zombie, etc. C'est comme ça que je l'explique souvent. Et 2018, 2019, il y a une nouvelle hype qui arrive avec Fizo, avec Awi Minus, avec même les anciens sons de Subfiltronic, etc. Donc le Riddim, c'est un son encore plus répétitif, plus métallique, plus simplifié, plus axé sur le groove encore, donc le rythme. Et donc Riddim, rythme. Et des sound design encore un peu plus débiles, j'avoue, je pense. Et moi, ça m'a plu parce qu'en live, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi. C'est ce que je préfère jouer et c'est ce qui permet de se donner à fond, tu vois, en live pour moi. C'est ce que j'adore. Et d'ailleurs, actuellement, en vrai, le Riddim, même si ça a commencé, c'est vrai, en 2019, un peu en sous-genre, un peu, tu vois, le truc un peu moins accessible, moins connu. Des sons ont permis quand même de le rendre plus accessible, tu vois. Il y a une manière de le rendre plus accessible, une manière de le rendre plus cool. Et je trouve que maintenant, c'est presque devenu le genre principal joueur dubstep. Ouais, aux États-Unis. Tu dirais carrément. Avec Season, ça joue du Riddim. Subtronics, c'est du Riddim. Subtronics, d'ailleurs, il a commencé avec le Riddim. Sudden Death, c'est une variante du Riddim. Et c'est eux les mecs qui sont les têtes d'affiche. Donc au final, quand tu le vois comme ça, Infect Riddim pur et dur depuis 2012. Hein. Attention, Infect, c'est le gars qui fait du Riddim depuis le début. Hein. Donc maintenant, ça explose, donc il en a profité, mais il est là depuis bien avant moi. Bien avant moi. J'ai souvent pour coutume de dire que c'est un peu la techno du dubstep. On peut le dire, même si c'est pas dans l'identité, dans l'émotion que ça procure, c'est pas du tout ça. Non. Mais par contre, de côté répétitif, le côté un peu plus dark, peut-être, c'est vrai. Mais c'est très fun, en fait. Moi, je le vois comme un truc fun, un truc décontracté. Pas se prendre la tête, quoi. Quand t'es DJ, j'imagine que tu gagnes pas énormément d'argent via vraiment les écoutes de tes sons en fait sur les différentes plateformes. Je sais que Spotify se fait souvent tacler pour ça, etc. etc. Donc la vraie rémunération vient des cachets quand tu te produis, des DJ sets. Sauf que tes DJ sets, ils résultent aussi de ta popularité en fait. Et comment on entretient une carrière en fait comment on gère la pression pour pas tomber dans l'oubli, pour continuer à sortir des sons? C'est une bonne question et là je commence à le ressentir aussi. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis sur scène, j'ai commencé à passer certains niveaux et je sens que pour rester relevant, pour rester dans le game, il faut alimenter. Il y a plusieurs manières vraiment de garder ça. La première manière, la plus efficace, ça va être d'écrire un hit. Si tu réussis à avoir un track qui stick, qui est joué, qui continue à être joué pendant 6 mois, 1 an, ce qui est super long en EDM, là tu vas save ton année un peu. Tu vas être booké, les gens vont te jouer, ça va permettre d'établir le truc. Si tu arrives à combiner ça avec des réseaux sociaux cool, un branding cool, mais souvent ça va ensemble, tu vois, de montrer les bons moments de ta carrière, de faire envie aux gens d'aller te voir, de faire rêver un peu, tu vois. Que tu combines tout ça, là ça marche, tu vois. Mais c'est pas facile. Ah non, ça je vais bien croire. Tu peux ne pas avoir de hit, tu peux ne pas avoir de moments intéressants à montrer, et là faut bosser, quoi. Après, je pense que le piège, c'est de du coup chercher, vouloir à faire un hit au lieu de vouloir faire forcément la musique qui te correspond, ou vouloir être un bon influenceur. Ça c'est vrai. Et ne pas être sincère. Les deux sont vrais. Je pense qu'il y a toujours une étroite ligne entre forcer le hit, forcer les réseaux. Les deux c'est pareil. Et pas assez, tu vois. Si t'es non plus pas assez dedans, si tu penses jamais, si c'est pas dans ton truc,
Ça va être dur parce qu'à la base, ça reste un business, ça reste un truc il faut, comme tu le dis, avoir des concerts rien que pour payer son loyer, tu vois. Et donc là, moi, je pense que c'est un peu 50-50. Et c'est aussi utiliser ses forces. Si tu es un artiste qui va avoir tendance à être plutôt à l'aise sur les réseaux, vas-y à fond. C'est probable que ce soit ça qui te permette de level up. Si ça va être plutôt la production, essaye de faire des sons qui vont être joués. Et là, du coup, les autres artistes vont te jouer, ça va te faire de la pub et tu vas être booké. Est-ce qu'on arrive à vivre correctement quand on fait de la dubstep et qu'on est français? Encore plus du rhythm qui en vrai. Bah, ça paraît incroyable, mais ouais, parce que moi, je combine. Après, ça dépend. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi. Oui. Il y a les rentrées de concerts, le streaming un petit peu quand même, donc Spotify, etc. Il y aura. Moi, je donne des cours. Tu donnes des cours aussi? Je vends des samples sur Splice, etc. Et je fais aussi des musiques pour des gens, ce qu'on appelle la production, ghost production, ou même des fois c'est crédité. Donc tout ça combiné, ça va. Mais par contre, c'est du taf, quoi. Oui, bien sûr. Bah, après, c'est comme tout le monde travaille. C'est vraiment le conseil que tu donnerais à tous les autres gens, c'est finalement de diversifier ses activités. Moi, je pense que jusqu'à un certain stade où les concerts payent assez, oui. Et d'ailleurs, les concerts payent assez, il faut vraiment aller loin parce que les concerts, c'est notamment aux États-Unis et maintenant partout, c'est on te paye un montant, mais par contre, c'est à toi d'avancer tous les frais. Si tu veux un vidéaste, si tu veux des lasers, si tu veux du feu, si tu veux prendre déjà, il faut prendre son avion, les hôtels, tout. C'est pas défrayé. Non, plus rien n'est défrayé. Donc, tu vas avoir peut-être un plus gros cachet, mais il faut payer ton manager, il faut payer ton agent. D'accord. Les taxes. Tu fonctionnes comme une entreprise après, quoi. C'est énorme, en fait. Les frais sont énormes. Et moi, je pense que les concerts permettent d'assurer une fin de mois, mais pour moi, ça reste le reste. Ça reste les cours et les samples qui restent le principal source de revenus. Ah oui, incroyable. Mais j'imagine, je sais pas, les autres tes confrères, ils font ce genre de Bah, moves pas aussi. tous. Il y en a qui vont. Ceux qui sont plus gros vont avoir assez avec les concerts. Après, il y a le merch aussi, j'en ai pas parlé. Le merch, ça permet d'assurer un peu en plus, surtout quand tu deviens gros. Quand tu deviens gros, de toute façon, c'est plus simple. Tout est plus simple. Tu as plus de sous en concert, tu as plus de merch, et tout ce que tu fais va régénérer un peu plus. Par exemple, les royalties. Mais pour les gens qui sont un peu moins établis, ben, moi, je pense qu'il faut viser sur une rentrée d'argent safe. Par exemple, si tu es bon en production, essaye de donner des cours. Si tu arrives à faire des samples, essaye de vendre des samples. Mais c'est pas simple, hein, évidemment. Non, j'imagine. C'est un challenge tous les jours. C'est beaucoup de challenges parce que tu as une logique entrepreneuriale en fait là-dedans. Sur qui tu as pu te reposer comme appui humain? Bah, j'ai appris un peu tout seul. En vrai, en France, les anciens DJ établis, c'était les Dirty Phonics. Ils nous ont quand même pas mal aidés, mais c'était déjà mon boulot depuis quelques années quand je les ai rencontrés quand même. Donc moi, c'est venu par étape. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont demandé des cours à l'époque. Et à l'époque, j'étais encore à l'école. Donc pour moi, c'était un peu un bonus en mode ça me paiera ma soirée du samedi, tu vois. Mais ça m'a permis d'avoir en fait une clientèle rapidement. Et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à récemment où en fait j'ai gardé des élèves des fois pendant des années parce que je leur apprends et finalement le service leur plaît, tu vois. Bah oui, c'est cool. Donc ça s'est fait naturellement. Et j'imagine que du coup, dans cette logique aussi financière, ça doit être utile d'être rattaché à un label comme Disciple. Ça t'apporte quoi comme soutien véritablement en fait? Le soutien, il est surtout dans le fait que tu peux dire que tu es Disciple. Donc par exemple, en disant que tu es Disciple, il y a certains promoteurs, certains organisateurs de soirées qui vont avoir plus tendance à te prendre. D'autres artistes qui vont se dire il est chez Disciple, donc si on fait par exemple un son ensemble, ça donne d'autres opportunités. C'est d'avoir cette entrée chez Disciple qui est le truc. C'est pas financier. On n'est pas salarié chez Disciple, on n'est même pas vraiment signé chez Disciple, tu sais ça? Ok, non, je sais pas. T'es pas signé. Moi, j'étais pas signé exclusivement. Il y en a qui le sont, très peu, mais moi j'étais un peu privilégié. C'est comme si tu étais VIP chez Disciple. Okay. Si tu envoies un EP, tu auras le choix de la date, mais par contre, il faut que ce soit signé chez eux. Donc c'est donnant-donnant. Tu travailles pour eux, ils te donnent en échange un peu de priorité, etc. D'accord. Mais récemment, je m'ouvre un peu les portes. Je suis toujours évidemment pote avec Disciple, toujours un peu dans Disciple, évidemment. Mais je vais essayer cette année d'aller voir dans d'autres labels, d'aller chercher d'autres collabs. D'ailleurs, j'ai commencé ça avec Keizo et Scarlord le mois dernier. Avec ton track Rage, ouais. Alors, je comptais parler de cette musique-là juste après parce que je voulais parler du thème de la techno, etc. Et donc, voilà. On garde ça pour après. Quand le Covid est arrivé, c'était donc il y a maintenant 4 ans, dis donc, ça passe vite. Il s'est passé quoi quand ta principale source de revenus, c'est les cours ou alors, du coup, la scène et que tu as plus ça? Pour la scène, c'était compliqué. J'ai eu une autre grande chance.
Attends, je vais revenir, je bois mon verre d'eau. Bois. Et ça, je pense parce que j'ai passé tellement d'heures au studio, mais j'ai eu la chance de bosser avec Splice via Disciple. Ok. Et à l'époque, tout le monde était sur son ordi. Il y a plein de gens qui ont commencé à faire de la musique. Et pile à ce moment-là, j'ai un sample pack qui sort sur Splice, la plus grosse plateforme de samples au monde. Donc ça m'a fait ma source d'argent pour tout le Covid. Oh, incroyable. Ça peut être rémunérateur comme ça? Ah ouais, c'était super rémunérateur, surtout pendant le Covid, parce que tout le monde était sur son ordi en train d'acheter des samples, d'essayer de faire des beats, des trucs. Et ce qui est super top sur Splice, c'est que les gens ne cherchent pas un artiste, ils cherchent un instrument. Par exemple, ça va être piano, kick, snare, nanana. Donc des gens qui font de la trap, qui font de la musique de film, peuvent prendre tes samples à toi. Ouais. Donc ça t'ouvre à énormément de gens, tu vois ce que je veux dire? Et j'en ai bénéficié, et d'ailleurs les gens de Disciple en ont tous bénéficié. Donc il y a eu ça, et après j'ai intensifié les cours, de toute façon, il faut s'adapter. Hein. Ouais, mais l'adaptation fait... T'es obligé. T'avais pas le choix. Ouais. T'as parlé de musique de film, je sais que t'avais composé des musiques aussi. C'était après pour que ce soit un peu pioché parmi des banques de musique de film, un truc comme ça, je crois. Ça. En fait, ça donnait quoi ce projet? Ça a pas. On a été dans les présélectionnés pour un Marvel What If. Ah ouais. Le Marvel What If. C'est une série animée d'anthologie, en gros, qui est disponible sur Disney+. Ouais. C'est ça. Mais le son n'a pas été sélectionné. Je sais pas. Faudrait que je relance l'équipe, mais je crois qu'on n'a pas été. En fait, le concept, c'est que tu écris un mini-album de trailer, de bande-annonce. Et après, les éditeurs de films juste achètent une licence de cette bande-annonce et la mettent sur leur film. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Ouais. Mais c'est la chance de... En fait, c'est bien parce que si t'es pris, c'est cool. Oui. Mais par contre, tu travailles quand même un album sans assurer d'être pris. Oui, je vois. D'ailleurs, c'est assez caractéristique de l'industrie musicale. Je crois qu'il y a quand même pas mal de producteurs qui ont fait beaucoup de sons dans l'espoir que ce soit pioché par tel méga artiste. Et finalement, ça n'arrive jamais. Les beatmakers dans le rap et tout ça. Ouais. Par exemple. Ouais. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que tu as pu toucher un petit peu J'ai appris, à la musique de film. Ouais. En tout cas, même si j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Steve Davis, qui est assistant d'un autre gars qui s'appelle Lorne Balfe. Okay. Ceux qui sont experts dans la musique de film le connaîtront, mais Lorne Balfe, c'est lui-même l'assistant de Hans Zimmer sur certains films. Bon, ça va. Donc en gros, ça va. C'est le mec, il est plug quand même. Et en fait, le truc, c'est que ce gars-là, Steve Davis, veut lancer un projet EDM, voulait à l'époque. Je pense pas qu'il ait le temps maintenant. Il a bossé par exemple sur Top Gun Maverick. Ah oui, d'accord. Il est dans les crédits. Et du coup, je lui apprenais l'électro. Et lui, en échange, il me donnerait un job dans la musique de film. Et il me l'a donné. Mais ça n'a pas abouti pour l'instant. Tu penses que ça pourrait ça pourrait toujours aboutir parce que c'est des banques de trailers qui sont en ligne dans une plateforme pro. Donc il suffit juste qu'un film soit intéressant. C'est un peu le grand écart avec la bass music quand même. Non mais c'est cool. Bah, c'est d'autres manières de bosser surtout. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est très quadrillé. C'est hyper professionnalisé forcément. Donc ça m'a appris la rigueur aussi de bosser de cette manière-là. Est-ce qu'il y a de la rigueur dans la bass music, vraiment dans le côté professionnel? Est-ce que c'est un petit monde où vous vous connaissez tous et tout le monde s'entraide? Il y a aussi eu des bad buzz, énormes, il y en a eu beaucoup. Et comment tu définirais la bass femme, si je puis dire, tu vois? Et de ton côté de la barrière? Entre les producteurs, les professionnels du milieu, entre guillemets, je dirais que c'est un... Alors, aux États-Unis, après, il y a certains qui arrivent à des levels très pro, genre Subtronics ou Excision, où là c'est des tournées, c'est des rockstars en fait. Ils arrivent avec des trucks de production, le son, les lights et tout. Donc là c'est pro quoi. Tu peux pas faire plus pro que ça. Excision, il a un festival qui s'appelle Lost Lands. C'est énorme en fait. Il boucle l'entièreté de la scène. Donc voilà, le mec il est là. Mais à part ces quelques noms qui représentent pas, c'est un peu comme au foot. Il y a quelques noms. Tu vas parler d'Mbappé et tout, mais après il y a des joueurs de Ligue 1 qui gagnent bien leur vie, mais tu vois, c'est pas... Et donc, je dirais que c'est ça. Je dirais qu'il y a plein de gens qui sont un peu pro, semi-pro, qui vont faire ça va être leur vie pendant un moment, mais un peu comme moi, ils vont jouer à droite à gauche, mais ça va pas forcément être... J'ai pas un crew qui me suit, etc. Mais ça reste... T'es obligé d'être pro, en fait. Tu vois, t'engages des vidéastes à chaque fois, tu dois gérer tes dépenses, tu dois gérer ton hôtel, tu dois gérer la prestation... Faut quand même rester dans le truc quoi. Ouais, puis après tous les artistes américains que tu connais maintenant, ils sont juste loin géographiquement.
Il y a quand même certains qui viennent en France, mais pas Rarement. voilà. Pour Rampage Surtout ou maintenant, ouais. en Europe. Oui, ouais, c'est vrai. Comment tu échanges avec eux? C'est uniquement à distance, mais tu entretiens toujours des relations Ouais. quotidiennes ou Ah oui, récurrentes? oui. Ça va être sur Discord, ça va être on s'échange des sons, ça va être on va avoir une idée de faire une collab, ça va être on se voit en concert et puis on se dit allez on va faire un son là. Donc en vrai dans l'ensemble, dans 99% des échanges que j'ai eu, c'est hyper friendly, c'est hyper easy. Cool. C'est bonnes vibes. Ouais. Et ça tombe bien, en France, on a aussi quand même C'est bonne un vibe. joli parterre de producteurs français qui sont hyper bons, notamment, Ah bah ouais. notamment dans la bass music, mais en vrai, dans tous les genres de la musique électronique. En vrai, on n'est pas trop mal On est pas gaulés, mal je trouve. servi, ouais. On n'est pas trop mal gaulés, ouais. Pareil, comment est-ce que vous travaillez ensemble avec les autres artistes français dans la bass? Bah en France, c'est encore mieux. Pendant le Covid, il y a mon pote Ivory qui a créé un serveur Discord où on a beaucoup de gens, beaucoup de producteurs français qui soient débutants, l'idée c'est de faire du son cool quand même. À Ivory, les Dirty Phonics, enfin il y a beaucoup de monde dans le serveur et on échange tout le temps. On est vraiment en vrai contact permanent, donc ça c'est cool. Et on a même fait un week-end, on avait loué une villa à côté de Tours. Ok. On s'était déter en fait pendant le Covid, on se dit allez, Go. on va faire un week-end séminaire. Oh la vache, Tu ça, connais ouais. le séminaire quoi. Je vois le séminaire. On a ramené les platines, on a ramené des ordis et tout, on pensait faire du son. Bon, on a que mixé des bières, mais c'était cool parce que du coup, ça permet de créer une vraie connexion dans la vraie vie, pas juste sur Discord avec tous les gars, et d'échanger de plein de collabs. Et du coup, ça monte quoi. Je peux penser à Roy, Hammerhead, Spleen, Bizo. J'oublie tout le Non, monde. mais il y a plein, ouais. vraiment beaucoup de très bons producteurs français Dr. sous Wushu côté aussi, de Dr. Wushu qui, sur les 3 dernières années, depuis que ce serveur a été créé, qui ont eu leur chance de shine, qui commencent à exploser. Quoi. C'est hyper cool, c'est hyper intéressant. Vous pouvez pas vous empêcher de mixer en vrai. C'est juste trop fort. Enfin, là, c'était trop fort. Bah attends, on veut tous montrer le meilleur son aux autres. Tu vois, c'est le challenge. Ah, donc du coup, il y a quand même un esprit compétitif aussi qui arrive. On avait même créé un jeu, ça s'appelle le Double Drop Massacre. Double Drop Massacre. Ok. En fait, le concept, c'est qu'on passe les uns après les autres sur les platines. Tu joues le son précédent, un des sons précédents du mec d'avant, et tu dois trouver le double drop qui va rentrer dans... Et du coup, en gros, si ton double drop il rentre pas, donc ça c'est avis du jury, c'est nous tous, tous les autres. C'est suivant la réaction. Tu bois un verre et s'il passe, tu as gagné, donc tu passes ton tour. Ok. Et du coup, c'était super marrant. Il y en avait qui se foiraient pendant 4 fois, ils devaient boire 4 verres. Donc c'est marrant comme concept. Après, tu continues de te foirer du coup. Bah ouais, du coup, tu te foires sans cesse. Et non, ce week-end était incroyable, franchement. Faudrait qu'on le refasse d'ailleurs, c'était super cool. C'est assez chouette. Alors, on va parler musique. Bon, on fait que parler de musique, je veux dire. Mais tu as sélectionné une musique, c'est Jotaro de Fizo. On parlait de la Redeem, je pense que c'est effectivement peut-être le meilleur exemple, le plus connu. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Jotaro? Bah moi, ça représente un peu le shift qu'il y a eu on en parlait, tu sais, Redeem, un peu Redeem dubstep, un peu un shift où les gens ont commencé à dire ok, c'est pas comme ce qu'on jouait avant, c'est pas du bro step, tu vois, techniquement avec les mêmes compositions. C'est beaucoup plus énervé, mais ça rentre, les gens kiffent, ça marche super bien en club. Qu'est-ce que c'est? Et Jotaro, pour moi, ça représente un peu ça à l'époque 2016, 2017, 2016, mais c'est resté joué pendant des années. C'est toujours joué avec des edits maintenant d'ailleurs. Et c'est... Fun fact, Fizo m'avait personnellement envoyé la démo du son un jeudi soir et je jouais le vendredi au Palais de Tokyo à Paris. Ouais, une splash en opening et je pense que j'étais dans les premiers dans le monde à jouer ce track là. Ah, c'est très très bon, c'est très très bon. Et d'ailleurs la réaction avait été incroyable à l'époque, même si les gens connaissaient pas la track. Et là, tu sais, quand une réaction est incroyable et que la track n'est pas sortie, tu sais que ça va être un banger mais absolu, parce qu'en général il avait son hit lui. Les gens, voilà, il avait eu son hit. Clairement, les gens qui réagissent à des sons qu'ils ne connaissent pas avant, c'est quelque chose, parce que ça veut dire à la première écoute ils ont compris que c'était un banger, ils le kiffent. Grave. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Normalement, il faut un peu le teaser avant, il faut le mettre dans les têtes. Là, c'était en mode premier play. Waouh! Parce que faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de son comme ça qui était joué vraiment en club. Quoi. Ça fait un peu des frissons parce que j'ai des souvenirs de Jotaro. J'en ai un de DJ Snake, pour te dire à quel point le DJ Snake le jouait? Il l'a joué au Zénith de Paris. Non, mais après, il y a des gros artistes comme ça qui peuvent se permettre des trucs. Skrillex aussi. Skrillex aussi, voilà. C'était le banger. C'était le banger. Et donc, je l'ai filmé en plus. Je me souviens de faire une story Instagram avec le son de Fizo qui débarque en plein Zénith. Et tout le monde gueule, quoi. Et effectivement, ça marche, hein. Ça marche bien. Ça marche incroyable. Ça marche bien. On écoute un extrait tout de suite. Yare
あれだぜ。On arrive au coucher du soleil, qui correspond à peu près à maintenant et après. Bon, donc on va se poser un petit peu et regarder ce qu'on a parcouru, ce que tu as parcouru en tout cas, ce qui se passera peut-être un peu demain également. Ok. T'as une belle carrière dans le dubstep et je crois que tu m'avais confié aussi que tu avais essayé de faire des sons dans d'autres genres. Bien sûr, ouais. J'imagine bien. Techno ? Techno, ouais, je suis toujours à faire quelques sons techno à côté. J'ai un projet d'ailleurs qui s'appelle SMPL. Mais non, trop bien. Mais c'est super bien. Mais j'ai tellement de taf sur Sampli que j'ai du mal à le lancer à fond, tu vois, fond techno. Par contre, ce que je fais, c'est que je sais pas si tu comptes en parler, mais je mets un peu de techno dans mes sons maintenant à droite à Je gauche. vais Tu vois. clairement en parler. C'est dans le C'est un déroulé. peu mon moyen de toujours en mettre un petit peu Ouais, mais parce que j'adore. C'est cool parce qu'il y a 2 ans, on en avait parlé et tu m'avais dit que effectivement tu avais des sons techno, mais tu savais pas trop quoi en faire, que Mhm. peut-être fallait lancer un alias ou un truc comme ça. Ça a l'air d'être un peu plus défini. Bah maintenant Donc, déjà t'entends des sons techno dans oui. mes tracks. dans tes tracks, ouais. Mais j'ai une playlist en fait de démos techno, mais qui pour moi n'est pas encore aboutie exactement comme je veux. J'ai envie d'apporter quelque chose. J'ai pas juste envie de faire de la techno actuelle, j'ai envie d'apporter un petit peu. Peut-être avec le dubstep, tu vois, avec mes connaissances, avec les sonorités que j'adore. Et je trouve que bon, on y est, on s'en approche. Je sais que c'est long, hein, on en a parlé il y a 2 ans, mais j'espère avoir le time de pouvoir lancer ça cool, quoi. Il y a une espèce de guéguerre éternelle entre la bass music et le milieu de la techno. Voilà, c'est pas la même musique. Ah bah non. Pourquoi c'est pas la même musique ? C'est pas. En fait, je pense que c'est l'opposé presque de la consommation de la musique en live. La dubstep ou le dubstep, je sais pas Ouais. comment dire. C'est ça. Alors ça, c'est un autre débat qui ouais, fait. c'est un autre débat. On va fait d'abord fureur. parler de ça. Non. Mais en fait, quand je suis en concert bass, moi j'ai tendance à naturellement, et à voir les gens aussi naturellement, extérioriser la vibe, tu vois. Ça va être mosh pit. Donc littéralement, tu prends ton pote, tu le bouges, quoi. Ça va être juste danser expressivement, tu vois, ou regarder ses collègues et machin. Alors qu'en techno, dans la plupart du temps, c'est quand même un peu plus introverti. Enfin, Ouais. à l'intérieur, tu vas vibrer à l'intérieur, lunettes de soleil, tu vois, c'est l'introspection. C'est une introspection complète pendant toute la soirée, alors qu'en dubstep, c'est l'inverse. C'est extraverti. Donc la consommation est à l'opposé. L'idée même de créer cette musique est à l'opposé dans le club, moi je trouve. Après, moi je kiffe les deux. Je pense qu'un son dubstep peut marcher dans un set techno si tu l'envoies au bon moment et que ça fait la surprise. Waouh. Alors là, ce serait couillu. Bah, je le fais tous les sets. Ah non, attends. Mais t'as dit... attends, j'ai peut-être pas fait attention. Mais en tout cas, mettre un son techno dans un set dubstep, ça, ok. Ouais, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit autre chose. Peut-être que t'as dit l'inverse, mais peut-être que c'est moi qui ai compris comme ça. Je ne sais pas, je regarderai en post-prod. D'ailleurs, il y a des mecs qui mettent des sons dubstep dans les sets techno. Et ben, alors ça, voilà. Il y a aussi ça, un mec qui s'appelle Oguz. Comment on fait ? Mais d'ailleurs, fun fact, on parlait de Splice avant. Ouais. En techno, il y a maintenant un nouveau sous-genre de techno ils appellent ça tech step. Ok. Il y a un gars qui s'appelle iJude qui en fait son truc main. Et en fait, le délire, ça va être d'utiliser des sonorités dubstep dans un track techno. Donc le track va être techno, hein, dans la construction, dans le son, dans le mixage. Mais les synthés vont être dubstep. Donc ça peut être des trucs criards, des trucs énervés. Et il y a un gars qui s'appelle Oguz, qui est, je pense que les gens connaissent quand même, il est big, qui en joue en fait dans tous ses sets. Moi, il joue des fois des sons avec mes samples dans ses sets sur Boiler Room et tout, ça, c'est assez incroyable. Mais ouais. Donc il y a l'inverse aussi, qui arrive maintenant. Ok. Tu vois. Donc peut-être la future tendance, de la même manière qu'on a aujourd'hui une tendance qui est avérée, je trouve, qui est celle de la techno dans des sons dubstep. Ouais. Je trouve. Preuve qu'il y a un pont à faire entre moi, le ces pont, deux il univers. existe pour moi. Il existe. Je pense que la première fois que j'entendais ça, c'était avec ton track, avec les Dirty Phonics. C'était Molitor. On était l'un des premiers à le faire. Ouais. Ah oui, clairement, l'un des premiers. Moi, je te dis, en tout cas, c'était la première fois que j'entendais ça. Et ce son a toujours eu beaucoup de succès. En live, ça a toujours bien marché et tout. Et j'ai l'impression que depuis, ça a presque
lancer une tendance, quoi, tu vois, parce que c'est un truc qu'on retrouve très régulièrement. C'est vrai. À l'époque, il y avait aussi, avant ça, il y avait la psytrance. Il y avait souvent ce fait, le deuxième drop psytrance, ça a eu son moment aussi, mais maintenant c'est plutôt techno. Mais d'ailleurs, la techno continue de gagner du terrain en vrai, malgré que ce soit déjà super méga établi en France, évidemment. Ouais. Aux États-Unis, c'était pas le cas avant. Ça commence à s'établir aux États-Unis. De plus en plus, je veux dire. Et du coup, ça se voit dans les sets dubstep, en fait. Ouais. Mais finalement, tu vois, regarde, c'est quand même deux états d'esprit qui sont très différents. Et ça se marie quand même finalement très bien. Et j'ai l'impression que les gens qui sont même pas forcément accoutumés à la techno, ils entendent ça dans un set dubstep. C'était Ils plutôt rendent pas compte, quoi. Non, c'est plutôt stylé en vrai, tu vois. Et au En contraire, fait, ça fait une petite surprise. Ça ouvre un peu les chakras, je trouve, tu vois. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait d'apprécier de la dubstep pour la première fois en live, ça te fait des déclics. Et je pense que ça peut faire le même genre de déclic chez le public dubstep qui se dit attends, mais en fait, mis comme ça tabasse, c'est très stylé. Bien sûr. Bah, c'est en fonction du DJ aussi. Il faut sentir la vibe, il faut sentir le moment, sentir le timing. Quand tu as fait 15 sons dubstep de rang, peut-être que là, ça vaut le coup d'en mettre un. Mais je suis d'accord, il y a des points à faire. Je pense que les deux peuvent coexister. Et je trouve dommage que, aussi bien en dubstep, les gens trashent un peu la techno. Mais surtout aussi en techno, les gens trashent bien le dubstep. On va pas se mentir. Ouais, ils ont un petit côté élitiste. Je comprends. C'est un peu problématique pour moi. Je pense que c'est une erreur de jugement. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Bah, peut-être que il y a une ouverture qui va se passer avec le dubtech. Nous verrons. On verra. Et effectivement, ça me fait penser aussi à ce son Rage que tu as fait avec Scarlord et Keizo, c'est ça ? Et Darko aussi. Et Darko. Alors là, on a encore d'autres influences parce qu'on a tous vos styles. On a de la techno, on a de la bass. On a Scarlord qui est là aussi, qui lui-même est une jonction entre le métal et le rap. Ouais. Trap énervé. C'est ça. Comment c'est fait ? Et Darko qui est un groupe de métal en fait. Donc voilà, tout simplement. En fait, ça s'est fait avec Keizo à la base. On a démarré un son à la base juste avec le premier drop dubstep que tu entends dans le son. Ensuite, moi et lui, on s'est dit on va peut-être mettre un deuxième drop techno. Donc là, c'était la même démarche que sur ce que je te disais. Donc ça marche en live, c'est cool, ça permet d'avoir un truc un peu cool à écouter aussi en live sur Spotify. Tu vois, sur Spotify, ça garde l'auditeur engagé. Tu sais que le drop techno arrive, machin. Et après, Scarlord, il a commencé à partir en live. Il m'a dit vas-y, on rajoute Keizo est parti en live, on rajoute Scarlord. Donc là, il m'envoie les vocals, je mixe ça. On décide de les mettre sur le drop. Donc c'est pas courant. En gros, le drop déjà énervé, tu rajoutes les vocaux de Scarlord par-dessus et tu les laisses. C'est très énervé. Et ça rentre. Et t'es en mode ok. Et après, il me dit, moi je pensais que c'était fini. Et il me dit, attends, non, on va rajouter Darko maintenant. Donc Darko, ils ont un breakdown à la moitié du track. Un breakdown full metal qu'ils nous ont envoyé. Moi je l'ai mis dans le track. Et à la fin, Keizo a rajouté un drop dubstep, deep, enfin pas deep du tout, mais dubstep un peu plus lent, en 130 BPM. Donc t'as une partie intro Scarlord, drop Scarlord, dubstep, techno, breakdown Darko, et à la fin le... Le track, il était insane. Un melting pot en fait. C'est un track chaotique de fou, mais ça se réécoute justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et je pense que d'ailleurs c'est le track qui performe le mieux pour moi sur les réseaux. Il est déjà bientôt 500 000 écoutes en 2 semaines. C'est propre. Non, en 3 semaines. C'est propre. Non mais tu vois, on arrive quand même à casser finalement les codes et à mixer plusieurs genres de musique ensemble. On a parlé de Skrillex tout à l'heure. Skrillex est revenu en force l'année dernière avec un nouvel album, même 2 d'ailleurs, mais il y en a surtout un qui en tient notre attention. Je trouve que c'est aussi une évolution très intéressante de sa carrière, oui, mais un peu de la bass tout court, tu vois. On a un mec qui vient de notre milieu et qui arrive et qui propose un truc aux multiples influences avec une qualité de prod qui est énervée. Est-ce que tu penses pas que ça aussi indique vraiment une nouvelle tendance de l'évolution de la bass, faire des sonorités de ce style-là ? Bien sûr, surtout les sonorités UK en fait. Surtout les sonorités UK. Il a revisité un peu légèrement le brostep, très légèrement, mais surtout le truc UK, garage, deep dubstep. Peekaboo, on en parlait avant. Hamdi aussi, évidemment, l'a influencé, je pense. Enfin, ça s'est lié, tout ça. Il en jouait beaucoup. Et il a aussi aidé Hamdi à blow up avec Skanka et d'autres tracks comme ça. 1, 2, 3, 4, counting. Et puis après, ce qui est cool, c'est qu'avec Selecta, avec d'autres tracks comme ça, il apporte le côté house, mais un peu... Pas juste house, tu vois, bass house un peu. Et moi, je trouve que l'album est cool. L'album représente un peu aussi...
une nouvelle étape pour lui, je pense, de production. Tu vois, Skrillex 2012, après Jack U, un peu la période plus pop, très pop, avec Sorry aussi, Justin Bieber, toutes les productions qu'il faisait. Et là, bim, il revient avec un album clairement EDM. Ouais. Quand je dis EDM, c'est pas péjoratif, ça englobe un peu tout, quoi. C'est péjoratif en France. C'est péjoratif en France, mais aux États-Unis, ils disent EDM, c'est juste électronique dance music. Donc, ouais, c'est électronique, quoi. Électro. C'est musique électronique, en fait. Électro, on va dire ça. Il y a de la trap, il y a de la dubstep, il y a de la house. C'est multigenre, toujours multigenre Skrillex. On comprend absolument tout. J'adore l'album, il est lourd. Ouais, je trouve vraiment. Puis t'as des trucs aussi méga techniques avec Nausea, avec Joker. Le son avec Nausea était supersonique. Le son supersonique qui était sorti un peu avant. Sorti un moment avant même d'ailleurs. Dinguerie, ce son avec des rises mélodiques, des trucs. Enfin. Le son avec Mr. Oiseau aussi. Le son avec Mr. Oiseau. Hyper lourd. C'est juste le sample de Mr. Oiseau, la voix de Missy Elliott. Ouais. Et il a mixé ça bien cool. D'ailleurs, je joue un edit dans mes sets de Ratata. Ouais. Ok, cool. Grave cool. Pour revenir rapidement, parce que hélas, on n'a pas un temps infini, mais vraiment cette tendance, cet essor de la UKG, moi ça m'intéresse. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans vraiment que je me suis plongé dedans à fond, tu vois. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est un genre qui est pas apparu depuis quelques années. Hein. Il est là depuis les années 90. Tout ce qui est garage et tout, c'est une institution au même titre pour moi que la drum and bass, qui a aussi connu ses débuts en Angleterre et tout. Mais là, qui reprend aussi d'ailleurs un peu la même trajectoire. Le même schéma, c'est marrant. Ouais. Je pense que les gens, c'est des cycles. La musique, c'est des cycles. C'est toujours des cycles. Il y a eu un essor de la techno, il y a eu un re-essor de la techno, il y a eu un essor de la drum à l'époque, jungle, tout ça. Et en vrai, entre 2000... les 5 dernières années avant ça, la drum était un peu en galère quand même. Enfin, c'était pas le truc hype. Et maintenant, tu vois, c'est partout. Ouais. Les mecs, ils jouent partout, tête d'affiche et tout. T'as des Edex qui font des Wembley, Chase and Status, tournée énorme américaine avec Badadan. En fait, ça résume un peu la grosse hype, quoi, tu vois. Ouais. Boiler Room aussi, parfois... Boiler Room, qui se met... Ouais, mais Boiler Room, est-ce qu'ils auraient booké Chase and Status avant ? Non, pas nécessairement. Tu vois, tout est lié, tu vois, c'est un peu le truc. Fred Again aussi a pas mal aidé à ça. L'avènement des réseaux sociaux aussi a permis à... Ouais, en fait, c'est plein de trucs. Ouais. C'est pas juste généralisable en une action, mais... Et puis, je pense que les gens ont besoin d'entendre un truc nouveau, tout simplement. Ouais, c'est cyclique. Et c'est du coup, on arrive à quoi ? Drum. Ouais. Et puis après, ça va être quoi ? Garage. Ouais. Après, ça va être quoi ? On verra. Peut-être house encore. Ou... house, c'est toujours... En vrai, house, c'est le seul truc, ça. Ouais. Ça bougera pas. Ça bougera pas, ça existe depuis les années 80. Puis la house, c'est le son de base que tu mets en club, tu vois. La house. Qui n'aime pas la house ? Il y a des gens qui aiment même pas la musique, alors tu sais. Ouais, bon. C'est rare. Là, c'est un problème. Mais la house, c'est quand même dur de pas aimer la house, quoi. Ouais. En 2024, puisqu'on parle des technologies, des réseaux sociaux, Twitch a jamais aussi bien marché finalement. Il y a eu le Covid qui a énormément participé à ça. T'es pas étranger totalement à la chose, puisque t'avais fait quelque chose avec Hugo Délire il y a quelques années. On en parlait tout à l'heure. T'avais participé à mon émission Neon Club sur le stream avant que le stream ne ferme. Et je pense à l'émission Radar de Sikarmi. Il y a Avamind aussi qui fait des trucs. De quel œil tu vois cette plateforme aujourd'hui ? Super cool. Moi, je pense que j'ai pas encore assez... Personnellement, déjà, je vais en parler personnellement. Je pense que j'aimerais bien continuer à l'utiliser pour juste expliquer. C'est une plateforme super pour expliquer, pour parler un peu plus de manière... Parce qu'avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est très petit, très court, tout le temps. Tu vois, c'est tout le temps... condensé au maximum au point où on a juste des bribes d'informations, on n'a jamais l'ensemble, on n'a jamais le contexte. Là, tu vois, rien que parler, nous, notre émission là sur 2 heures, si les gens, ça les intéresse, ils ont un contexte. Et ce manque de contexte, je pense, de manière générale, ça pose problème en vrai. Je pense qu'on est tous sujets à ça un peu. On a un peu trop d'informations qui est tout le temps coupée et très condensée. Même les DJ sets, tu vois, des fois, je prends pas le temps, j'ai juste des clips et je me dis, oh, ça avait l'air cool. Ouais. J'en sais rien. J'ai regardé 2 clips de 30 secondes. Ouais. Donc Twitch sur ça, moi je trouve ça intéressant parce que c'est dans le temps, les gens s'abonnent et j'espère aussi ça les intéresse de suivre un peu plus de manière profonde un projet, tu vois. Et, parfois je me dis que ça a peut-être même le potentiel pour être une sorte de nouveau SoundCloud en fait, tu vois, pour diguer des sons au travers des gens qui streament. Dans un DJ set par exemple, DJ set tu veux dire ? Pas nécessairement dans un DJ set, mais il y a des émissions qui commencent à se faire sur Twitch où les gens vont diguer des sons pour les autres et finalement tu as une espèce d'essor communautaire comme ça où tu as des viewers qui regardent.
un mec, regarder Regarde, d'autres sons écouter et des ils sons. jugent ensemble, est-ce que c'est cool? Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais, cool, ouais. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense à Radar, encore une fois. Il fait ça de manière très professionnelle et c'est vraiment cool. Il y a un autre pont qui se fait aussi entre le web et la musique électronique et encore plus la bass. Et je pense notamment à Asdek et Avamind qui est une streameuse. Oui, j'ai vu leur tournée ensemble. Ouais. Ils font une tournée actuellement, donc elle a appris à mixer assez. Ils s'entraident, hein, tu vois. Ah oui, lui, le DJ est déjà établi, elle veut rentrer dans ce monde-là, lui veut aussi profiter un peu de l'autre monde. C'est ça. Tu vois. Et puis des viewers de son côté. A mis en avant aussi beaucoup la bass music et beaucoup ces sons-là. Je trouve qu'il y a un super lien à faire entre les deux. Et je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une forme d'avenir en fait, je pense. Moi, je pense aussi, et sincèrement, ça fait. Je pense que les gens qui arriveront à l'utiliser de manière intelligente, Asdek, par exemple, parce qu'en fait, nous, les producteurs, le problème des producteurs, c'est que certes, on a la technique, on est à fond dedans, mais des fois, c'est très dur de connecter avec la fanbase. Tu vois, de vraiment connecter de la même manière qu'un YouTuber ou qu'un Twitch, un streamer va le faire. Parce que quand tu es sur Twitch, c'est toi entièrement, tu es en train de parler tout le temps à ton audience. Normalement, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas plus sincère. Et nous, on est avec des labels qui vont donner une deadline, on va poster un truc un artwork déjà bien travaillé. Et si tu fais pas l'effort d'aller un peu plus loin, rien qu'en mettant des stories, en parlant un peu plus de manière directe à tes fans, ce que plein d'artistes ne font plus, ne font pas, c'est dur de connecter. Et du coup, les fans vont être des fans un peu... ils vont aimer le son, mais ils vont pas forcément suivre le projet, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a une bonne manière de connecter, ça peut être Twitch, ouais. Et toi alors, Twitch ? Peut-être, mais il y a plusieurs choses qui font que c'est compliqué, c'est le temps. Ouais. Je t'ai expliqué avant tous les jobs que j'avais. Mais c'est aussi peut-être pas l'effort, mais l'audace. J'ai peut-être manque d'audace sur ça, tu vois. Faudrait peut-être que je me dise, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas, c'est vrai, t'as raison. Ça peut être un des possibles avenirs. Je sais que pendant le Covid, certains DJ le faisaient. Ah oui. Avec plus ou moins de succès. Funcase, beaucoup. Compagnie faisait quelques streams de production. Must Die aussi. Midnighty faisait des streams de gaming. Donc, ils ont réussi à cross un peu Twitch et leur truc. Et ça marche, je pense, pour même... Ça va jusqu'au ticket, tu vois. Imaginons que tu suis un streamer DJ versus juste un DJ que tu écoutes ses sons de temps en temps. Ouais. Tu vas prendre le ticket pour aller voir qui ? Le streamer. Tu le vois tous les semaines, tu te connectes avec lui. Donc aussi, il y a ce truc-là de fidéliser la communauté, quoi. On va parler d'un autre son que tu as fait avec ton super pote Ivory. C'est Game Over. Alors, rapidement, c'est quoi ta relation avec Ivory ? Parce qu'on sait que vous êtes des frérots, quoi. Ouais, je vais juste boire un autre verre. Oui, bois, je t'en prie. C'est important. On a vraiment, comme dit, grandi ensemble, tu vois. Ah oui. Grandi ensemble, littéralement, non. Dans le son, moi, on se connaît depuis 2014, je crois. Mon premier set, je redis, mais c'était avec lui. Ouais. Littéralement, back-to-back. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait parlé à l'organisateur de moi. Il avait dit, t'as vu, il est français, il faudrait peut-être... Donc, on s'est toujours, tu vois, suivi et entraidé et motivé. Et c'est un peu l'émulation. Il a fait ça, il faudrait que je fasse ça. Donc, ça permet un peu d'avoir un collègue comme ça. Mais de manière positive, pas de manière négative, en mode « t'as fait ça, je vais faire mieux ». Tu vois, c'était vraiment positif. Ouais. On s'entend bien aussi personnellement, on est des potes en dehors de ça, donc c'est une chance et c'est extraordinaire parce que, tu vois, là, on a tous les deux aux US maintenant, avec notre visa. Et des fois, on se croise en festival, on s'est croisés à Losland et tout. Donc c'est incroyable, c'est vrai. Et Game Over. On a même joué aux US en back-to-back ensemble à Summoning Festival. Ouais. Et pour Game Over, je l'ai mis parce que c'est vraiment le son qui a permis de nous mettre sur le radar. Tu vois, vraiment plus. Premier son sur le main label. Never Say Die. À l'époque où Never Say Die, quand tu sortais sur le main label, c'était quelque chose. C'était vraiment boum, tout le monde joue ton son, tout le monde l'entend. Tu passes direct dans un cran supérieur. C'est clair. Il y a eu plusieurs étapes comme ça. Tu vois, on en parlait du visa et d'ici, grosse étape. Never Say Die et la sortie de cette EP avec Ivory, dont Game Over, le titre important de la track, de l'EP, pardon. Ouais. C'est une autre méga étape. Okay. Je trouvais ça cool. On écoute un extrait tout de suite.
On arrive sur la dernière partie de Sous le Cagnard, de cette charmante petite émission. Ça va faire très chaud là. Eh ben attends, en plus cette partie s'appelle le coup de soleil. Donc Ok, comme ouais, ça, voilà, on enlève nos vêtements tout de suite. Mais avant ça, j'ai... Clairement, je ressors d'un cours d'art plastique de 3e, mais j'achèterai un soleil stylé plus tard. Je vais te demander de relever un des rayons. Il y a un thème en Voilà. dessous. Ok. Ça correspond à quelque chose, n'importe quoi. On fait tourner un peu. Voilà, Hop. hop. Je relève ça. C'est marqué Zénith. C'est marqué Zénith. Eh bien, écoute, Alors. il y avait l'aube. L'aube, c'était le passé vraiment. Ouais, voilà. l'aube, c'était le début. Le zénith, donc le soleil est au-dessus. Ah, il le tape, zénith, c'est quand le donc soleil. c'est Je savais maintenant. même pas ce que ça voulait dire. C'est maintenant. Et le crépuscule, c'est le futur. C'est parti. Question, réponse, relativement rapidement. Ça te va? Ça me va. Ok, c'est parti. Quel est l'artiste ou l'album que tu saignes le plus en ce moment? Que je chaîne le plus en ce moment, Dune Part 2, Hans Zimmer. Ok. Est-ce qu'on sait mieux s'amuser aujourd'hui qu'avant? Moi, oui. Les autres, j'espère. Pourquoi? Comment tu t'amuses mieux Plus décontracté, j'ai plus de fun en live, et que ce soit même en live quand je joue ou même quand je vais en concert. Et je sais pas, bonne bande de potes, ça se passe bien, ouais, je suis chanceux ça va bien quoi. Ouais, c'est cool. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier récemment? Le plus fier récemment, de continuer mon projet pour Samplifier, vraiment que ça marche, que ça continue de marcher, que ça continue de grossir. Ok. C'est peut-être ma réponse, mais c'est quoi le dernier film que tu as vu? Allez, on va dire Dune Part 2. Ok, d'accord. Okay, ça marche. C'est facile. C'est facile. Bon, l'avant-dernier, Dune Part 1. Non, le dernier film que j'ai vu, legit, c'est ça en plus, je crois. Ah, ouais. J'ai pas vu beaucoup de films récemment. D'accord. C'est vrai que t'as pas forcément le temps non plus. Tu vas faire quoi juste après cette émission-là? Je vais prendre le métro. D'accord, ok. C'est un putain de plan. Tu m'as dit rapide. Ouais, ok. La première musique que tu écoutes dans la journée? Drum and bass. Ok. Je dis ça parce que ça me motive de ouf le matin. C'est Drum and bass. Quel sous-genre de drum and bass? La liquide tranquille ou Non, j'adore moi j'appelle ça UK drum and bass. Ça va être Boo et Dex, des trucs un peu débiles comme ça, un peu marrants. Ok. Chase and Status aussi, même si c'est un peu plus multigenre leur projet. Ouais, récemment je me mets pas mal de drum le matin. Ouais. D'accord. Quelle est la première chose que tu te fais en te réveillant? Un café, même si c'est pas bien. Faut pas faire un café en se réveillant parce que ça fait mal au ventre des fois, mais ouais, c'est direct un café. Ouais. Ça fait plaisir quand même. Est-ce que tu es plutôt satisfait de la société française actuelle ou alors plutôt indifférent? Eh oui, on sort des sentiers battus. Voilà. J'y suis moins qu'avant, donc je dirais la moitié de l'année, je suis là. Ouais. C'est tendu, hein. C'est tendu. C'est tendu. Juste. Je vais pas donner de commentaires politiques, deep, mais on va dire c'est tendu. Ok. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles actuellement, mais dont tu peux pas encore parler? J'imagine. La sortie d'une track dans 2 semaines. Ok. Et ça comprend le mot acide. Ah! Avec peut-être un nouvel alias. Non, je sais pas pas. Un nouvel alias. J'en donne beaucoup. Peut-être quand ça sera sorti, les gens vont. Tu peux pas encore en parler. La track. C'est dans la question en plus. C'est facile. Hein. Ok. Non. C'est quoi le meilleur moyen d'apprendre à faire du son aujourd'hui? Passer beaucoup d'heures. Et aussi, attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, s'écouter plus. Suivre son instinct? Ouais, plus. Parce qu'on a tellement d'informations, tellement de... Et moi, je suis un prof aussi, donc je suis un peu hypocrite à dire ça. Mais je le dis dans mes cours, on est bombardé d'infos. S'écouter plus. Pas tout le temps suivre les conseils d'un autre gars qui a fait ça parce que c'est ça. Des fois, s'écouter, faire des erreurs. Prendre le temps de revenir sur ses erreurs. Les erreurs font qu'on crée notre style, en fait. Ouais, d'accord. Donc s'écouter plus, sortir des sentiers battus, attention. Ouais, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer chez toi aujourd'hui? Améliorer chez moi aujourd'hui, passer plus de temps avec ma copine et mon chat. D'accord. Ta copine, elle est de l'univers bass aussi ouais. Non, pas du tout. On s'est rencontrés en Bretagne dans une soirée par hasard en plus. D'accord. Donc okay. Pas du tout à l'opposé, mais il se trouve qu'elle aime bien ça, qu'elle a vécu aux États-Unis à l'époque. Ouais. Parce que son père bossait là-bas, donc elle a connu un peu. Elle a connu la dubstep et tout. Et pour elle, c'était assez familier en fait. Ok. Tant mieux parce que gros coup de chance. Ouais. Ça permet quand même. Enfin, vu qu'elle comprend ça l'intéresse d'aller par exemple à Losland en festival quand je joue. Elle vient pas à tous les festivals, mais vu qu'elle est en thèse actuellement, donc c'est un peu chaud. Ok. Qui est la personne la plus connue que tu follow et qui te follow aussi? Marshmello. Quel est le truc que la scène bass doit améliorer? Ouverture d'esprit. Ouais, pourquoi? Ouais, envers les autres genres de musique. On en parlait, je pense que c'est toujours pas là encore. Ça commence à l'être, c'est beaucoup mieux il y a quelques années.
Mais ça serait cool d'avoir un peu plus. D'être la référence, tu vois. Ça serait cool d'être la référence, d'être le genre, ouvert. Ouais, après, à contrario, il y a quand même un atout à la bass music. En fait, il suffit d'aller en soirée. Je trouve quand même qu'on a une population qui est très cool. Je suis d'accord. C'est peut-être pas vrai ce que je dis. C'était vrai à l'époque. Il y a une vérité, parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas très ouvert aux autres genres. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par la rhythm et rien d'autre. Il y avait surtout ça avant, en fait. Il y a beaucoup. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai dit ça parce que c'était à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, post-Covid, c'est quand même beaucoup plus ouvert. C'est plus ouvert. Je suis d'accord avec toi. Et après, on a aussi un public que je trouve qui est vraiment gentil. En France, ouais. Et même aux US. Même aux US. J'imagine aussi, ouais. Ton DJ préféré actuellement ? DJ préféré actuellement, c'est une bonne question. C'est dur de dire. Ouais. Infect. J'adore Infect quand il joue en live. Et ton artiste musical hors musique électronique ? Mon artiste préféré hors musique électronique ? En ce moment. Ouais. Nirvana. Je sais pas, j'écoute vachement Nirvana. Ouais, c'est random de ouf, mais ouais. C'est pas quand même. C'est pas si random au final. C'est pas intemporel pour rien non plus. Non. T'as le pouvoir de changer un truc dans la société actuelle. Tu choisis quoi ? Un truc dans la société actuelle. Je donne un jour de plus de congé tous les semaines. Ok. Comme ça, on fait 2 fois plus la fête. Ouais, c'est pas mal. On peut faire 2 fois plus de double drop massacre. Voilà. C'est pas mal ça. Si tu gagnes aujourd'hui au loto, est-ce que t'arrêtes de travailler ? Non, jamais. Non. C'est trop Je puissant. m'achète un plus gros studio, je travaille plus. Bonne réponse. Je prends un assistant pour gérer mes emails qui sont chiants des fois, mais à part ça, non, je peux pas. J'adore, c'est une passion de travail. Peut-être que j'éviterai les côtés un peu plus pénibles, genre comptabilité, je prenais une plus grosse équipe, mais à part ça, non. Ouais, je comprends. Non. Ce serait quoi ton rêve ? Imagine, t'as vraiment un énorme budget là, tu pars dans un délire à l'Excision avec un festival. Ça serait cool. J'aimerais aussi un autre truc un autre rêve, on va dire, une autre, pas vraiment un rêve, mais un goal. Ouais. Ce serait de bosser pour des artistes pop. Okay. Tu vois, d'acheter un gros studio qui peut les recevoir et de composer, enfin d'être le producteur. Tu vois, on parlait de producteur en début d'interview, le producteur attitré d'un Dua Lipa, d'un Billie Eilish, tu vois. Je trouve ça super challenging. Je le fais un peu pour quelques artistes. D'accord. En parallèle de Samplifier. D'accord. Tu peux pas en parler de ces artistes-là ? Non. D'accord. Mais par contre, ouais, j'adorerais le faire avec des pointures, quoi. Ouais, ça peut être un kiff. Mais absolument. les deux, c'est vrai que faire une grosse tournée Excision, ça serait fade quand même, j'avoue. Après, c'est un rêve, mais il n'y a pas forcément besoin de gros budget pour faire ça. Ah, si, Excision aussi, énorme. Non, je parle pour Ghost Prod pour des non, c'est vrai que t'as raison. Ou alors, faudrait que l'artiste paye pour le studio, etc. Non, il n'y a pas besoin d'un gros budget. Faut juste avoir les contacts. Quand on peut se dire que plus passer t'es riche, des années. Ouais, voilà. Plus t'es riche, peut-être plus t'as de réseau. Et plus ça t'as facilite accès le à travail, ça facilite. T'as peut-être moins besoin de faire d'autres choses. T'as pas besoin de faire de cours à côté, tu vois, ou de choses comme ça. Donc ça faciliterait quand même. Ok, dernière question. Aujourd'hui, quel ami tu peux appeler en pleine nuit pour qu'il rembourse les mafieux à qui tu dois de l'argent ? Ivory, je sais pas. Ivory, allez. Oh là là. Rembourse, frérot. Ivory, très gentil. Merci Samplifier. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui ? Partout sur les réseaux, @Samplifier. Tout simplement. Tous les réseaux sont @Samplifier, à part TikTok, je crois que c'est Samplifier. Pas ça, Samy B29. C'est pas Samy B29, j'ai enlevé ça. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse. Ok, merci beaucoup merci à toi, Max, pour m'avoir accordé ton temps, c'était trop cool. Sous le cagnard. Ouais, on y est. On a eu chaud là. Mais ça va, c'est cool. Merci mec, et écoute, à bientôt, et bonne continuation. Merci beaucoup. Aspect. Merci. À plus. À plus. Bon, on y est. On est à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas dans la description à retrouver tous les liens. Les liens concernant Sous le Cagnard, concernant le profil de Samplifier, me concernant également, voilà aussi. Je vous incite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au compte Sous le Cagnard sur les différentes plateformes de podcast, à le noter, à mettre un like, bref, toutes les bonnes choses qui peuvent faire que cette émission est bien référencée. Il y a plein d'autres épisodes qui arrivent avec d'autres personnalités, de thèmes divers et variés. On aura encore de la musique, on aura encore du gaming, on aura encore du web pur et dur. Sincèrement, j'ai beaucoup de discussions hyper intéressantes en stock. Et finalement, je n'ai qu'une hâte, c'est d'être dans 2 semaines pour vous montrer ce que j'ai préparé. Sur ce, eh bien, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire parce que sous le cagnard, parfois, il peut faire chaud. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée, une très bonne matinée. Bref, passez de bons moments. Bisous.